trophée Andros. Et c'est désormais du coup totalement possible pour le départ. Un départ qui est effectif, mesdames et messieurs, et que va retrouver maintenant dans les premières centaines de mètres. Pourquoi? Parce que vous le savez, eh bien, il faut être le premier. Et c'est déjà la Ferrari qui commence à être la plus rapide possible. Attention déjà aux attaques qui sont en train de se profiler au gain de la 6e et de la 7e position, notamment avec l'autre Ferrari 458 du Sport Garage pour les 3 premières et les Audi, avec notamment la Porsche en 4e position. Vous voyez déjà que les marques sont en train de se mêler. Nous arrivons sur ce virage avec le démarrage dans ce grand servi que nous avons vu tout à l'heure et ce passage très délicat où on doit retrouver cette mobilité et surtout cette adhérence au sol extrêmement proche. On retrouverait donc en 3e position, et ça ne devrait pas bouger, Eric Quérol et Stéphane Lembrez. C'est Eric bien sûr qui est au volant. Là encore on est avec le Sport Garage et forcément une Ferrari 458. Attention à la dérive derrière et à la remontée, pourquoi pas impressionnante, celle d'Olivier Pernot. Je le disais, partant lui-même tout à l'heure depuis le trophée Andros, il revient maintenant sur le circuit avec non plus de la monoplace mais véritablement le GT. C'était un rêve, disait-il, qui se fait maintenant en concrétisation. Pourquoi? Parce que bien les rêves, c'est fait pour justement devenir réalité. Voilà le premier des passages avec toujours cette Ferrari rouge, très reconnaissable, et justement avec l'Audi en 2e position. On continue à voir 3-4 voitures ensemble et ça va être l'un des premiers temps. Au bout de 2-3 tours, on aura bien entendu un temps qui nous permettra d'évaluer la qualité de la piste, une température qui est très agréable et qui permet justement au véhicule de pouvoir s'exprimer. Attention aux écarts qui se créent avec Gioc devant Hallyday et sur la 3e place, piloté ici par Eric Quérol avec le Sport Garage, disait-on. Pour Pernod, la 4e place, 5e place pour Stevens, 6e pour Piala, ça ne bouge pas. Donc on va revenir sur cette tête de la compétition. Là voici cette volonté affichée pour le numéro 6 d'y parvenir, Eric Quérol, tout sourire comme il était. Mais on va déjà retrouver dans les stands le sourire aussi d'un de nos participants. Adrien, nous vous écoutons. Oui, Georges, effectivement, je suis avec Arnaud Santamato qui pour l'instant a le sourire, car Eric Quérol, il fait le job en piste. Eric Quérol fait le job, c'est vrai, Stéphane Lembrez aussi. Je suis très content de faire équipe avec eux, donc je pense qu'on a une bonne carte à jouer sur la feuille. Donc maintenant, on va voir. Justement, on parle le mot sur cette première course du championnat de France GTFFS, c'est stratégie. On ne va pas vous demander le secret de la vôtre, mais il y a peut-être des choix qui ont été faits de manière générale. Bah déjà, c'est vrai qu'on peut choisir ou pas de mettre les pneus à chaque relais. Donc, je pense qu'il va pleuvoir demain. Donc, ça, c'est un truc stratégique à voir. Donc, on va voir si on met les pneus aujourd'hui ou pas. Et pour l'instant, je suis en train de regarder, on est en train de voir. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Pour l'instant, Eric, il déroule plutôt très bien. Et on va voir. Merci Arnaud. C'est surtout qu'on a eu un départ sans difficulté particulière. Lorsque l'on sait qu'on lâche une meute, notamment dans ce triple gauche de Lédonnon, ça peut en général prêter un petit peu à discussion. Mais vous l'avez vu, la mentalité a aussi un peu changé, puisque comme on est 3 pilotes, on a une responsabilité double vis-à-vis de ses coéquipiers. Alors bien sûr, c'est Philippe Gioc qui maintient le tour, alors qu'on revoit ici le départ sans difficulté particulière, avec le premier des virages et surtout cette possibilité déjà bien employée de Philippe Gioc de continuer dès le départ à être le plus rapide. Derrière, forcément, on a eu quelques tentatives, notamment celle de l'Audi pour y parvenir, et c'est le gain de la 2e place qui a été réalisé du côté de David Hallyday. David qui a l'habitude de cette voiture, forcément, puisqu'il était à quelques points simplement de la victoire les années précédentes. Donc forcément, à partir du moment où on a connaissance de la voiture, que l'on apprend avec ses coéquipiers, eh bien on réalise la belle opération. Et David Hallyday qui donnera après son volant à Philippe Gaillard et qui terminera par Mike Parisi avec un palmarès lui aussi international, ça ne peut que donner des ailes. Et bien ces ailes, c'est celle du désir de l'Audi d'aller chercher tout de suite la Ferrari, et c'est en ce moment même que cela se déroule. Regardez, on va chercher l'attaque à la réaccélération, l'Audi qui semble un peu plus d'ailleurs appuyé au sol, la Ferrari cherche encore un petit peu ses limites par rapport à son parcours, et sur cette 458 Italia, et bien cette bataille pour la première place devient forcément l'un des emblèmes. Mais on l'a dit, la 3e marque, la Porsche n'est pas loin, elle est en 4e position, et Olivier Pernot, dont on a vu que la séance d'essai ce matin avait été un peu plus délicate, et bien a complètement changé. Regardez, il tient la dragée haute à ses adversaires, il est en train de dire que le circuit peut aussi être pour lui un élément de satisfaction. Donc Philippe Gioc sur le Ferrari, 2 David Hallyday sur l'Audi et 3e place pour Eric Quérol. Là encore, on est en apprentissage, non pas du sport, parce que c'est un long courrier, c'est Eric Quérol, mais de regarder comment présentement et Hallyday et Gioc et la Ferrari et l'Audi sont en train de se jauger.
Donc on a un carteron déjà qui commence à prendre quelques distances sur les adversaires. Le premier à peut-être être un peu plus loin, c'est Valentin Simonet. La 6e place aussi pour Piala. On va retrouver la 7e position pour Rick Debar et Strazer qui est en 8e position, 9e place pour Michelin. Et Pascal Gibon terminera ainsi dans le top 10. Derrière reviendront Roland Bervillet et puis Jean-Paul Buffin. Nous sommes évidemment avec le Sébastien Lebrassing et là je pense qu'on va avoir peut-être quelques explications supplémentaires. Alors, Philippe Heinz, Dominique Heinz, je suis complètement perdu parce que je pensais à Philippe Joke justement, parce que ma question c'était, est-ce que l'Audi R8 a le droit d'attaquer Philippe Joke devant? Est-ce que vous avez donné l'ordre d'attaquer maximum ou est-ce que sur 1h30, sur ce nouveau format, Dominique, on demande d'attendre un petit peu? Non, il n'y a aucune stratégie de course particulière par rapport aux différents relais des 3 pilotes. Ils ont une seule consigne, c'est d'aller gagner, d'être sur la plus haute marche du podium. Donc après, c'est des pilotes, on a la chance d'avoir des pilotes extrêmement expérimentés. Je fais entière confiance à David. Il sait quel est l'objectif de l'équipe. On a un objectif qu'on s'est fixé qui est très ambitieux d'aller gagner le titre. Ça ne se jouera pas sur la première course ni sur le premier relais. Donc voilà, c'est rendez-vous à la dernière course du Castellet. Et entre aujourd'hui et la dernière course du Castellet, je fais entière confiance à mon équipage. Alors justement, Dominique, le mot c'est stratégie là encore, hein, je demande un petit peu à tout le monde. Là aussi, on se pose des questions sur les pneus, sur l'essence. Quel est un petit peu l'esprit ici chez SLR? De toute façon, le sport auto est un compromis d'un certain nombre de choses, donc forcément il y a de la stratégie, on ne va pas se cacher. Hein. Mais voilà, on est là avant tout des compétiteurs, on est là pour faire le meilleur résultat possible. Et donc toute la stratégie qu'on a mis en œuvre, c'est pour essayer d'obtenir ce meilleur résultat. Et puis pour remercier le boulot que toute l'équipe a fait tout au long de l'hiver. Merci Dom, et effectivement la stratégie elle va aussi dépendre des hommes qui sont sur le mur là-bas. On voit Franck Tinet se retourner, c'est lui, c'est tous ces hommes qui analysent un petit peu la course et c'est eux qui vont donner les ordres aux pilotes et prendre les décisions qui vont écrire cette course. Nous sommes dans le 5e tour, pas de changement entre Philippe Joke et David Hallyday qui restent au coude à coude ou plutôt portière à portière, pas encore exactement, ça serait plutôt de pare-choc avant à pare-choc arrière. Pourquoi? Bien parce qu'ils sont dans le même rythme, hein. On roule extrêmement vite en ce qui les concerne, on roule en 1:21.523, 1:21.523, un peu moins que lors des qualifications, mais là encore l'essence que l'on a mis à l'intérieur de la voiture va intervenir sur le poids global. Ça nous fait donc un Gioc, 2 Hallyday, ça ne bouge pas et puis l'écart est en train de se creuser sur la 3e voiture, celle que vous voyez à l'écran à l'instant, celle visiblement d'Eric Kerol. La 4e place toujours extrêmement bien tenue par un Olivier Pernot qui ne laisse rien, et ça c'est la bonne nouvelle. On est en train de dessiner la physionomie globale de la course, mais attention, on est bien d'accord que la panache après entre les différentes catégories, pour les gold, pour les silver et pour les bronzes, fait qu'on a une photographie à l'instant je vous parle, c'est-à-dire à 7 minutes 40 de la course, et alors après ça va être complètement différent, parce qu'il va falloir organiser le reste. Et comme vous parliez de stratégie, comme tout le monde a ce mot à la bouche, on parlait aussi des pneumatiques par rapport aux conditions météorologiques de demain. Est-ce qu'on va justement les utiliser au maximum? Est-ce qu'on garde une sécurité au cas où? Bon bah tout ça, ça fait partie du marché global des opportunités possibles dans ce sport. 1 Philippe Gioc, 2 David Hallyday, 3 Eric Kerol, ça ne bouge pas, 4 Pernot, 5 Simonet, 6 Piala, 7 pour Debar, 8 pour Strazer, 9e place pour Nicolas Milin et 10e position pour Pascal Gibon. On est dans la remontée, hein, cet endroit un petit peu où la compression de la voiture se fait de manière assez forte. Il faut bien négocier la sortie du S avant d'arriver sur cette longue ligne droite. Et enfin, bien sûr, le triple gauche normal et classique qui va nous emmener tout simplement vers le virage du pont. Le virage du pont qui est un virage assez technique, hein, où on va serrer rapidement avant de reprendre une autre accélération. On s'en suit derrière, bien entendu, la Carrieras, la Courmelle, le virage du Camion, le Cavalet et enfin la Servie. Donc vous voyez, tous les éléments sont réunis pour faire un combat. Toujours Ferrari, Audi, toujours Gioc contre Hallyday avec une pointe de Kerol qui semble laisser un petit peu de terrain à ses adversaires, mais en restant quand même au contact. Alors, toute la question va être de savoir si on ne va pas perdre justement non pas de l'adhérence, mais de la consommation de pneus à se battre comme ils le font, comme si effectivement une course d'1h30 était un simple sprint. Mais on a la volonté d'arriver premier et de laisser sa voiture à ses coéquipiers. Pour ce qui concerne David Hallyday, ça sera Philippe Gaillard, et pour ce qui concerne Philippe Gioc, ça sera Jean-Luc Boblic. Jean-Luc Boblic, Philippe Gioc, enfin tout ça c'est des terrains de connaissance. En plus ce sont des habitués de la Ferrari. Pour David Hallyday, c'est pareil, c'est un habitué de l'Audi. Donc par conséquent, on est en pleine connaissance du terrain et c'est ce qui va faire le sel et le relief. Amélioration de meilleur tour en course pour Philippe Gioc justement en 1:21.311.
c'est vous dire que là on est vraiment dans la spirale du succès. Et ça fait 10 minutes que cela dure, donc on a déjà un premier tiers-temps. Pour la deuxième partie du peloton, à noter aussi quand même la performance toujours d'Olivier Pernot, de Simonet, et puis pour la deuxième partie, disais-je, pour Roland Dervillers en 10e position avec Gibbon 11e, 12e place pour Hamon, 13e de Grémont, 14 Buffin, vous savez qu'on parle toujours de tout le monde, Tony Samon 15e, suite derrière Julien Goujat, et puis le trio, parce que là encore on est dans la catégorie des Open, hein, pour notre challenge FFSA GT, avec l'accession de Benjamin Lagier, qui sera servi par Rudy Servol, mais aussi Jean-Philippe Deroux, qui a cette année fait monter en grade le championnat de France, qui devient un championnat de France de super tourisme, et donc par conséquent ça fait partie du plateau global qui est proposé sur les deux noms. 16h50 minutes, mesdames et messieurs, et toujours la même possibilité, celle de Philippe Joc, d'être quelques mètres simplement en avance. C'est maintenant relativement stabilisé, ça reste quand même en attaque, mais enfin ça fait quelques tours, hein, puisqu'on en est désormais dans le 8e, on est dans le même trafic et dans la même disponibilité. Il y a même de la distance qui s'installe, les images vous le voyez bien, on a maintenant pratiquement une centaine de mètres. Eric Quérol décroche légèrement de la même manière pour Olivier Pernot, mais c'est peut-être une bonne idée, parce que c'est là on va s'apercevoir en combien il tourne. Une 21.602 contre une 21.014, on perd à les 3-4 dixièmes entre le plus rapide et le quatrième, mais on est peut-être aussi en train d'économiser ses pneus. Simplement on le saura ça à la première étape, car on est vraiment dans la découverte totale de ce nouveau championnat, cette nouvelle saison et surtout cette nouvelle donne. Voilà la réalité d'un succès qui va nous emmener encore pendant 1h18 minutes. Ça va nous permettre de revenir sur les différents protagonistes et de décortiquer, pourquoi pas un petit peu, les associations qui se sont mêlées. Pourquoi? Parce que quand je regarde David Hallyday, Philippe Gaillard et Mike Parisi, on a vraiment une association qui a été intelligemment construite pendant l'hiver et qui devrait donner du résultat. Formée autour de Mike Parisi, qui défendait déjà les couleurs de l'équipe avec succès en 2013 et en 2014. Là, le trio justement réunit rapidité, expérience. Et David Hallyday est vraiment l'un des plus fins connaisseurs du championnat de France GT et surtout de cette Audi R8 qui va lui laisser maintenant, pourquoi pas, l'opportunité d'y arriver. Un personnage ou en couleur, monsieur Jean-Luc Bobic, et bien il est avec vous d'ailleurs. Ah, il est ou en couleur et ou en sourire, puisque pour le moment, le début de cette course, elle lui sourit justement, ou plus précisément, elle sourit à Philippe Joc qui se débrouille plutôt bien sur ce début de course. Est-ce qu'il a la consigne d'attaquer pour garder la tête, ou au contraire, est-ce qu'on assure sur ce nouveau format de 90 minutes? Pour le moment, nous, on a fait le choix d'assurer. On attend de voir la dégradation des pneus. On n'a pas l'expérience de ces pneus, donc c'est la première course. Il faut qu'on analyse la situation. Justement, la stratégie, est-ce qu'elle dépend beaucoup des pneumatiques aujourd'hui? C'est une inconnue pour le moment qu'on va résoudre au fur et à mesure de l'évolution du championnat. Mais pour cette première course, je pense que ça fait partie des vrais problèmes que nous avons à régler. Merci Jean-Luc, on ne vous embête pas plus, on vous laisse retourner surveiller cette course, hein, Georges qui est haut en couleur. Il est surtout détendu parce que mine de rien on est quand même déjà à 12 minutes, or comme la première fenêtre de tir aura lieu dans à peine 16 minutes, de 28 à 33, je le trouve assez détendu par rapport à ça. Revenons justement sur cette tête de la compétition avec toujours cette bataille qui reste menée de main de maître par la Ferrari numéro 20 et surtout par l'Audi numéro 3 qui ne cesse maintenant dès lors depuis 7 tours d'aller chercher en permanence une ouverture qui n'est pas pour l'instant réalisée. Mais on voit bien que les trajectoires ne sont pas totalement similaires et qu'en réaccélération, l'Audi cherche à revenir sur le terrain. Un terrain aussi d'exception que l'on va retrouver avec Eric Debar et Maxime Piala, où là ils sont aussi au combat l'un à l'autre avec les couleurs très typiques que l'on voit sur Strasser et notamment Debar. Donc vous voyez deux parties du peloton de manière insistante, chacun cherche à revenir sur son adversaire. Bon, on est déjà dans ce 10e tour et ça ne modifie pas. Revenons quand même justement sur ce dépassement de l'intérieur avec Strasser qui a vraiment utilisé la bonne stratégie au niveau de cette voiture numéro 36 dont on rappellera quand même, et c'est ça qui est important, qu'elle fait partie de la stratégie du Dicken Engineering pour retrouver Romain Brandella et surtout Nelson Pontiatici. Nelson qui a été vraiment très performant, le double champion du LMS, et ben voilà que lui aussi a décidé de jeter son dévolu sur le GT Tour. C'est une bonne façon d'élargir la palette de compétences qu'il ne manque pas d'avoir depuis justement qu'il est entré dans le sport avec les gènes familiaux qui sont les siens. Il y en a un qui gêne peut-être la progression de David Hallyday, c'est toujours Philippe Joc. Il ne le gêne pas volontairement, il a aussi sa place, il est carrément dans le rythme.
David qui doit être un petit peu plus nerveux et embêté, mais on connaît la constance de David et surtout sa faculté d'être toujours extrêmement précis. Et lorsque vous vous retrouvez, et c'est ce qu'on va faire tout à l'heure lors des interviews en salle de presse, il y a un profond respect mutuel entre ces différents pilotes. Et il y a toujours le renvoi d'ascenseur. C'était le cas notamment avec un certain équipier qu'il avait l'année dernière et qu'il avait emmené aussi dans cette aventure avec beaucoup de respect mutuel. Et c'est un ancien champion d'ailleurs encore de Peugeot, comme quoi aussi les transferts se font dans tous les sens. Nous revenons nous sur le temps avec le premier quart d'heure et nous pouvons faire un petit résumé. À l'issue donc de sa séance d'essai officielle qualificative, c'est bien le team AKSP avec Philippe Gioc et Jean-Luc Boblic qui avaient réalisé le meilleur temps. Lors de ce départ, ils ont continué à être les plus rapides en essayant quand même de maintenir une avance toute relative, car derrière, David Hallyday, associé à Philippe Gaillard, n'ont pas démérité en remportant la deuxième place. Et depuis c'est maintenant désormais 11 tours, nous assistons au même phénomène, copier-coller en permanence entre ces deux origines. On ne lâche rien, on ne laisse rien. Et le bonheur, c'est qu'en fait, ils ont attiré derrière eux un peu de consistance avec Eric Quérol, mais qui au bout de quelques tours simplement, à l'issue du cinquième, pratiquement a commencé à décrocher. L'avance, elle est désormais importante, puisqu'on est en train de parler de 4 secondes 8 d'écart entre Philippe Gioc et Eric Quérol, 4 secondes 4 entre Quérol et Hallyday. Donc vous voyez bien que les deux premiers sont véritablement partis pour étirer encore un petit peu leur mouvement. Un mouvement que l'on va retrouver dans la deuxième partie du peloton, parce que là encore aussi, on est en train de voir les temps autour de chacun, des améliorations, notamment celle de Roland Bervillet qui tourne actuellement en 1:20,709, c'est-à-dire pratiquement un dixième de rattrapé par rapport à Eric Debar, la numéro 16, et Strasser qui roule en 1:21,487. On va donc peut-être assister à une volonté, celle de Bervillet avec le numéro 8, de parvenir à monter, à grimper peut-être, pourquoi pas, de places, ce qui nous ferait du coup une place de 7e. Voilà le peloton là encore qui s'articule. Mais si l'on revient bien sûr sur cette tête de la compétition, on ne peut pas laisser les deux seuls et isolés. Oui. Gioc contre Hallyday, Ferrari contre Audi, le duel tant attendu est au rendez-vous. Alors où est la Porsche? Olivier Perdot, il est encore là, 1:21,815, ça va vite, ça va toujours très vite. Il a même maintenant réduit son écart qui le séparait d'Eric Quérol. On est en train de chercher là tout simplement le podium. Un Philippe Gioc, vous le voyez, 2 avec ses 12 tours, David Hallyday, et la 3e place pour Eric Quérol. On continue sur ce mouvement et nous on va justement s'intéresser sur la venue d'Olivier Pernot dans ce mouvement, lui encore avec Raymond Narac qui nous exprimait tout à l'heure sa positivité en allant chercher aussi avec Sébastien Dumez la complémentarité, le retour de Sébastien Dumez. Là encore, un certain nombre de pilotes qui s'étaient essayés à d'autres disciplines reviennent à leur premiers amours. C'est un mouvement perpétuel, c'est un vase communicant sur l'ensemble de ces disciplines. Alors, profitons-en pour avoir un éclairage un peu plus appuyé. Je pense notamment avec ici le passage entre Strasser et Piala, avec une volonté maintenant de Bruno d'aller chercher cette place de 7e. Alors de 6e maintenant désormais, Piala contre Strasser, 9 contre 36. Et on amène derrière, regardez la remontée d'Eric Debar avec le numéro 16 qui reste au contact. Et c'est juste devant justement Valentin Simonet qui doit se dire que c'est un peu plus chaud pour lui. Allez, on dépasse, on va peut-être arriver dans le triple gauche avec le passage de Strasser sur Piala entre la 36 et la 9, alors que sur la tête de compétition, c'est toujours aussi serré. On est en train simplement de parler de dixième entre les deux, un écart qui est un peu élastique, un coup c'est 200, 300 millièmes, un coup c'est 500, bon, enfin ça reste quand même extrêmement proche. Bon, Raymond Narac doit être heureux pour l'instant parce qu'Olivier Pernot est 4e, n'est-ce pas Absolument, Raymond Narac il est plutôt heureux parce que ce matin après les qualifs il me disait oui Olivier il apprend, il apprend plutôt vite Olivier Pernot dans cette Porsche numéro 1. Plutôt vite comme tu le dis parce que c'est quand même pour lui une grande découverte. C'est l'apprentissage du championnat parce qu'il y a quand même du niveau et puis l'apprentissage de la voiture et force de constater qu'il fait du bon travail. Il est plutôt rapide et là je crois qu'il est en train de faire ses meilleurs tours. Donc c'est de bonne augure. Je vais pouvoir monter dans la voiture, pas trop distancé, tout parfait. Ça sent le sourire au podium ça. Podium, on verra, mais de toute façon, c'est certain que je vais faire le maximum.
Bon, merci Raymond. Ce petit sourire, Georges, je pense qu'on l'a compris. Oh oui, il est confiant, hein, mais c'est une bonne chose. De toutes les façons, on est d'accord. Hein. Olivier est en train vraiment de démontrer sa capacité d'intégration dans le GT. Alors c'est vrai qu'il a été entouré comme il fallait. D'abord parce qu'on a une voiture qui est compétente. Hein. Faut pas se leurrer. Cette voiture, notre Porsche, elle est vraiment au résultat et au top. Menée par Raymond Narac et Nicolas Armindo, on s'en souvient, et qui forcément ont une connaissance parfaite. Et Raymond, c'est un spécialiste de la Porsche. Il faut vraiment se dire la vérité. Donc par conséquent, à partir du moment où on a les éléments qui permettent de structurer tout cela, et ben, ça ne pose pas de problème aux couleurs de l'IMSA Performance Matmut. La Matmut qui reste aussi un de nos partenaires privilégiés parce que le public qui est ici nombreux déjà arrivés ce samedi bien profite aussi des animations. Nous, l'animation, elle est sur ma piste et avec encore Bruno Strasser là, qui va chercher cette place de 6e auprès de Piala et même pourquoi pas de 5e avec Simonet parce que vous le voyez bien, ils sont tous les 4 désormais ensemble et ça peut peut-être faire avec juste derrière Eric Debar une bonne possibilité. Hop, 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 une reprise de terrain un petit peu plus délicate pour Eric qui est dans la première milieu de peloton. Et voilà, vous les avez tous les 4 pratiquement à équidistance l'un de l'autre. Piala à la recherche de Simonet, Strasser à la recherche de Piala. On va négocier ce virage sur nos Ferrari qui restent, et on le voit ici, dans le tour en leader, car je ne vois plus pour l'instant la voiture de David si elle est un petit peu plus loin à 2 secondes 245 millièmes sur cette tête de la course qui vient donc d'évoluer. Qu'a-t-il pu bien se passer pour que David ne décrochât un petit peu? Eh bien la réponse on l'aura peut-être en image tout à l'heure sur le replay. En tout cas la réalité c'est que maintenant eh bien, Philippe Joog continue à s'envoler légèrement. Cet espace de liberté qu'on lui a donné, il en profite pleinement. 2 secondes 245 millièmes. Kerol 3, 4 Pernod, 5 Simonet, 6 Piala, 7 Strasser, 8 Debar, 9 Hamon, 10 pour Bervillet, 11 pour Michelin, Nicolas. Alors Milan ou Michelin, vous pensez comme vous voulez. Il vaut mieux garder les S parce que ça pourrait lui servir dans le trajet. De Grémont pour Claude, Gibon, Pascal, Buffin et Tony Samon. Quand Julien Gouja, c'est un petit peu plus loin dans ce passage-là. C'est Tony Samon justement qui en a profité malheureusement pour perdre une petite place. On est en bataille entre la 30 et la 11. Pour notre carton, il est toujours là, toujours présent là, avec le passage, vous l'avez vu maintenant, de Simonet. Simonet devant Piala. Et voilà, ça c'est la bonne opération hein, pour le principe de base, avec Strasser derrière toujours. Allez, on y va, on y va, on y va. Ah, ça se réduit cet écart entre les 4 et ça pourrait peut-être bénéfique. On est déjà à plus d'une vingtaine de minutes de la course déjà disputée. Ça aurait été un tiers de cette course sur la version précédente. Non, on va faire 3 fois une demi-heure. C'est-à-dire que la fenêtre de tir, je vous le rappelle, entre 28 et 33, 5 minutes. D'ailleurs, on passera dans les stands maximum, enfin, l'optimisation, c'est à peu près 100 secondes, c'est-à-dire 1 minute 40, dans lequel on va faire un certain nombre d'opérations, changement de pilote bien sûr, ravitaillement d'essence en fonction d'eux et changement de pneus en fonction d'eux. Tout cela, c'est à la discrétion des écuries. Discrétion n'est pas de mise pour Piala qui continue à tutoyer justement Simonet, 9 contre 24. Voilà une opportunité qui est bien mise et qui est bien prise dans le sport garage qui sur une attaque à 3. Numéro 24. Alors, on va se retrouver tout simplement avec là encore un participant. Je pense qu'on va être du côté de l'Audi et on va regarder avec Adrien de quoi peut-on causer maintenant. Eh bien, on va parler de Valentin Simonet, justement, qui subit un petit peu de pression là dans cette Audi numéro 24. C'est quoi les ordres là? Il faut qu'il attaque, il faut qu'il garde les gars derrière lui avant de rentrer au stand. Ce serait bien qu'il garde sa position. Valentin commence à se caler là. C'est sa première course pour lui en GT. Il se met dans le rythme. Pour l'instant, ça va. Il faudrait juste qu'il arrive à garder sa position et qu'ensuite, quand je prends le relais, j'arrive à remonter sur les autres devant. Alors justement, vous, Valentin, vous Romain, parce que Valentin est au volant. Vous, Romain, vous avez déjà roulé avec dans cette Audi avec l'équipe Saint-Eloc. Quelle expérience vous arrivez à leur apporter? En fait, c'est une team déjà très compétitive. Donc après, moi, mon expérience que je ramène, c'est mon expérience de la Porsche Cup. Je sais rouler propre dans la voiture et donc après, c'est ce côté-là que j'arrive à amener sur une course d'Audi. Merci Romain Monti. Je crois qu'on est à peu près à 3 minutes des premiers arrêts, alors on va vous laisser vous préparer. Oui, vous savez, un peu plus de 3 minutes, mais on est à peu près dans le créneau. Romain qui était effectivement en Porsche quelqu'un de très discipliné, très appuyé. Le problème, c'est que là, il faut qu'il jongle justement avec l'Audi et donc par conséquent, c'est pas du tout le même exercice. Et en plus, on le disait ce matin lors des qualifications, entre une Porsche classique et une Porsche version GT Tour, bah, c'est pas les mêmes assistants, c'est pas les mêmes réflexes, c'est pas les mêmes transferts. Donc on peut pas beaucoup copier-coller son partage. Alors, ça nous fait donc un Gioc
2 Hallyday, 3 Querol, 4 Pernot, 5 Simonet, sous pression toujours avec Piala juste derrière, 7e place pour Strazer, 8e pour Eric Debar, la 9e position pour Christophe Amont et Roland Bervillet est toujours dans le top 10. Cette tête de la course qui maintient une avance qui n'arrive pas à être résorbée, toujours ces fameuses 2 secondes 442. À l'inverse, derrière, c'est un petit peu plus élargi pour Querol. En revanche, et ça c'est de la bonne nouvelle, parce que entre Simonet et Piala et même Strazer, c'est encore effectivement les 3 pour le gain de cette 5e position. On n'a pas non plus beaucoup changé depuis quelques tours. Vous voyez, c'est assez bizarre. On se serait peut-être attendu à plus de combats et de dépassements. Mais là, je crois qu'on est vraiment en train de réfléchir sur la durée. Comment ne pas pénaliser la voiture pour les 2 pilotes qui vont intervenir après sur ces plages qui vont s'ouvrir. Patience, c'est le début bien sûr de l'expérience de cette saison 2015. Un nouveau format, une nouvelle dynamique et surtout une volonté de retrouver le maximum de pilotes les plus compétents. Car annoncer des pilotes que vous avez eu sur la liste d'engagés et que vous pourrez retrouver bien sûr sur les réseaux sociaux, vous allez vous rendre compte qu'on a vraiment le maximum de performance qui est inclus. Et puis en plus avec des changements. Donc entre les différents pilotes qui changent d'écurie et qui changent de voiture, on a un cocktail explosif. Ça n'est pas explosif pour l'instant pour Gioc, c'est plutôt très concentré avec cette Ferrari numéro 20. On continue dans ce 18e tour déjà appliqué. En revanche, on continue aussi cette même pression. On n'a pas vraiment mis les choses à plat du côté de Piala. Non, non, au contraire, on reste dans le rythme et dans le système. Strazer fait exactement la même chose. On roule à peu près à 1 ou 2 dixièmes simplement d'écart. Et même Eric Debar revient vite dans son mouvement avec cette numéro 16 qui est la sienne. Lui qui partagera bien entendu tout à l'heure avec le mouvement côté Fabien Barthez et Olivier Panis. Oh là, des anciens champions, certains plus récents d'ailleurs, avec le retour de Fabien Barthez qui était aussi parti un petit peu à l'international pour aller goûter les plaisirs globaux. Gioc, Hallyday, Querol, Pernot, les 4-5 pour Simonet. Et on est en train visiblement de se préparer dans les stands. Adrien, faites attention à vous quand même, prudence aussi parce que les voitures vont arriver vite, même si la vitesse limite, on le rappelle, est de 60 km/h. Adrien ? Je suis là, oui, faites attention à vous, faites attention. En fait, je suis de l'autre côté de la piste, sur le muret des stands, tout simplement, parce que effectivement, on va avoir des changements d'essence, donc ça va être assez dangereux. Et surtout pour ne pas gêner les équipes, car au-delà du ravitaillement en essence, on va également changer les pneus. Il y a quelques instants, nous apercevions Fabien Barthez en train de s'échauffer, en train de s'étirer. On aperçoit également derrière Olivier Panis qui observe avec attention toute l'action qu'il se passe en piste. Voilà. Vous avez un petit peu le plan global de ce team AKSP avec Fabien Barthez au centre qui est prêt et qui va recevoir d'ailleurs sous la caméra de Christophe les derniers conseils d'Olivier Panis, parce que là il va être important ce premier ravitaillement. C'est lui qui va donner la dynamique des autres, mais aussi c'est là qu'on va voir un petit peu qui a vraiment travaillé ses arrêts au stand dans l'hiver. Alors sur le principe, on pourrait dire qu'à partir du moment où les premiers pilotes sont un peu des silver, ils vont peut-être profiter de l'ouverture dès les 28 minutes pour rentrer, ce qui explique qu'il y a plus d'agitation. Oui, bah pour le moment, là il y a de l'agitation, Georges, dans tous les box à peu près. Les pilotes sont prêts, sont casqués, ils sont prêts à monter dans les voitures. Effectivement, là où on a 2 silver, eh bien, on est en train déjà de se préparer à rentrer. Et là où il y a un bronze, eh bien, là encore, on ne devrait pas tarder à l'accueillir dans les stands. Donc oui, on va avoir beaucoup de monde d'un coup dans ces box. Ça va être un petit peu l'embouteillage. C'est là où les équipes vont devoir être très intelligentes. Et c'est pour ça qu'on s'est mis un petit peu à l'abri aussi. Oui, faites attention quand même. Alors, la question c'est qui est le premier qui, alors que maintenant la fenêtre vient officiellement d'être ouverte, car nous sommes à plus de 28 minutes, qui est le premier qui va rentrer dans les stands? Si vous avez un pari, c'est le moment de le faire. Il n'y a pas de cadeau. Le cadeau à faire, c'est justement de profiter de tout cela. Attention quand même, derrière à quelques mouvements et quelques bougettes, je pense ici peut-être du côté de Christophe Amont avec Eric Debar et qui était légèrement en bataille l'un l'autre. Oh, ça se prépare dans la tête des stands. Oui, c'est parti, ça y est, les premières voitures qui rentrent dans les stands avec une première Ferrari du côté de Sport Garage. Alors qu'on accueille également l'Audi numéro 23 de chez Saint-Éloque qui rentre au stand. Maintenant avec, ça doit être Buffin qui est au volant. Et ça y est, le leader Philippe Gioc qui rentre pour laisser tout de suite Jean-Luc Boblic prendre le volant sous le regard de Fabien Barthez qui lui aussi est prêt. La deuxième Ferrari, celle d'Éric Querol, rentre et également la Porsche de Raymond Narac
Bon, Vous c'est l'avez logique. Hein. certainement à l'image. Voilà, Ouais, Raymond ouais, c'est Narac qui logique. va prendre voilà, le relais de... Alors seul David Hallyday en fait Pardon. est en train de continuer parce qu'en fait il se dit je vais profiter des arrêts du monde qu'il y a dans les stands pour moi peut-être reprendre un petit peu, sachant qu'en plus David il est quand même rapide, donc par conséquent quand il donnera aussi le volant à Philippe Gaillard qui découvre aussi, peut-être que Philippe ira un petit peu moins vite puisque si on regarde les temps de ce matin c'était le cas, donc peut-être qu'à l'inverse eh bien pour David Hallyday on va étirer le relais et rester peut-être à la fenêtre maximale, mais 5 minutes c'est très rapide hein, Adrien. Donc Oui, là, 5 minutes, c'est très ouais. rapide. Alors, à noter qu'il n'y a aucun ravitaillement en carburant lors de ce premier arrêt. Ah, j'ai On cru est en en voir un revanche- quand même. J'ai cru en voir un. Alors, Oui, avec des bonbonnes. un Oui, ça y est. peu- Sur la 10 notamment là encore. Ouais. D'accord, et écoutez, c'est peut-être un petit peu loin de nous. Puisque... Oui. Ah oui, exact, voilà, il est au contraire, c'est sur la 16, sur la voiture où Fabien Barthez est en train de s'installer. On est en train de procéder à un ravitaillement en carburant. C'est la seule et ça repart du côté de Jean-Luc Boblic, ça repart même derrière Sport Garage. C'est peut-être du côté de Sport Garage justement, alors que ça y est, on a une Audi du Sébastien Loeb Racing dans les stands. Oui, et bien sûr celle de David Hallyday qui vient de rentrer. On sort pour Boblic et donc théoriquement on devrait retrouver un petit peu cette place de leader. C'est ce qui va être caractérisé dans le prochain passage. Sortie aussi bien sûr de la Porsche, c'est reparti pour Olivier Pernaut et donc désormais pour Raymond Narac. Et puis on doit trépigner du côté de Sébastien Dubez parce que maintenant on va voir comment ses propres concurrents internes vont faire des plans. Allez, c'est parti pour la numéro 16 aussi. Voilà, c'est bon pour Eric Debar. Donc on a laissé le volant tout simplement à Fabien Barthez. Et bon, ça se déroule bien, pas d'incident notoire dans les stands. Bon, les gens sont quand même assez aguerris au passage et au changement de pilote. C'est simplement le ravitaillement d'essence qui peut être un petit peu une nouveauté, sauf qu'à l'international, il y a quand même pas mal de pilotes qui font aussi des courses un peu plus longues. Je pense notamment à notre vainqueur, hein, celui qui est fait à Edström avec les victoires, notamment dans les 24 heures à l'étranger. Donc 3 courses notoriété vainqueur. Ça laisse quand même un petit peu de professionnalisme déjà. On sort pratiquement pour tout le monde. Hein. Pour la numéro 6, la 1, on l'a dit, la 36, la 16. Donc au tour prochain, alors que voilà, on ressemble du côté de la numéro 10. Ici, le partage, c'était Pascal Gibon qui était aux affaires. Il restera donc place désormais à Christophe Bourret. Voilà, on essaye de bien s'angler. En fait, en général, petite sortie de la numéro 17 avec Nicolas Milin qui a cédé sa place, on l'a vu, à Sacha Botman. Sacha qui est nouveau venu dans le GT, dans cette configuration, mais qui avait fait beaucoup d'années de Porsche. Il nous disait que c'était quand même pas la même chose. Et son ambition, c'est d'apprendre aussi rapidement. On a de la difficulté hein, dans la numéro 10 pour mettre bien le pilote. Et c'est reparti, voilà, pour l'attacher. On a perdu malheureusement un petit peu trop de temps dans cette opération. Oui, Adrien, vous vouliez préciser. 10, mais même à propos des arrêts au stand du team AKSP, le patron Jérôme Polican vient de sauter le muret littéralement pour aller débriefer avec son équipe parce qu'apparemment ça ne va pas. Oui, on a perdu du temps et ça risque d'avoir des conséquences importantes. Alors, prochain passage, vous le verrez puisque c'est le pit-in désormais de Piala et de Hamon. Donc tout s'est bien passé pour cela. De la même manière pour la voiture numéro 30, hein, qui je vous le rappelle fait partie là aussi intégrante. Mais eux, ils n'ont que 2 pilotes. Donc que ce soit Julien Gouja ou Florent Petit, hein, on partage cette voiture simplement à 2. C'est une des possibilités. On aurait pu le faire à 3 et c'est une opportunité. Pernaut pour ce numéro. Alors on va retrouver Adrien. J'ai l'impression qu'Olivier Pernaut a quand même l'air heureux. Un bon relais quand même. Hein. Il a fait un bon relais, Olivier Pernaut. Et d'ailleurs, Raymond Narac, avant de monter dans la voiture, il m'a dit que c'était très bien ce que tu avais fait. On revient en interview dans un instant. La course, il y a de l'action. Action effectivement sur la tête et sur l'opportunité avec ici le partage de la numéro 1 et surtout l'abandon de la numéro 17. Voilà là encore une première difficulté. On l'a vu sur Sacha Botman qui était revenu avec Nicolas Milin. Malheureusement c'est un abandon. Et là peut-être le passage justement de Raymond Narac avec la numéro 6. On était sur le couvert de l'Emray. C'est vrai, c'est ça. Sur Arnaud Santamato et désormais Stéphane. C'est la remontée bien sûr de Raymond, forcément parce que sa connaissance du terrain va lui permettre de performer un peu plus. Oui, on va revenir avec vous justement sur cette expédition et surtout sur le parcours imperturbable de notre premier relayeur. Oui, Olivier Pernaut qui a fait un excellent début de course. Raymond, avant de monter dans la voiture, me disait que pour des débuts, c'était plutôt pas mal. Il était bien ce relais. Ouais, c'était extra, je me suis régalé. Et puis, il fallait surtout ramener la voiture au bout, dans une bonne position pour Raymond qui va faire un gros boulot là, parce qu'il roule très très bien.
voilà, un super relais, top. Raymond, tout à l'heure, il avait le sourire du podium. Est-ce que vous avez le même? Bah écoute, j'espère. Mais attends, on va pas en parler, ça va nous porter la poisse. Alors on n'en parle pas. On peut en revanche parler de la très bonne marche de la Porsche numéro 8. Oui, bah, ça remonte désormais en 3e position pour cette Porsche. Et puis la 4e place du coup pour le numéro 6. C'est pratiquement les mêmes en recommence. Mais ce qui va être intéressant de voir, c'est les écarts justement entre les leaders actuels que vous voyez, à savoir Jean-Luc Boblic et puis Philippe Gaillard. L'écart, on avait 2 secondes et quelques avec David Hallyday. Maintenant, c'est 3 secondes 453. Et c'est Philippe Gaillard qui a la responsabilité de donner du temps. Et puis, le meilleur tour en course, il vient de changer. Et ça, c'est l'information importante. Oui, c'est Raymond Narac qui est l'auteur du meilleur tour en course en 1:20.122. On le disait, prêt justement avec ses pneumatiques pour y parvenir. Meilleur tour en course. Et ça devrait encore être le cas tout à l'heure. En tout cas, ça va réduire cet écart. Il y a 13 secondes 5 entre Gaillard et entre Narac, entre la 3 et la 1. Et ben, on va voir s'il peut compenser justement, puisque le différentiel de temps est de l'ordre de 1 seconde 3, 1 seconde 5 à l'avantage de Narac. Donc statistiquement, si on se fait 6-7 tours, on devrait les voir pratiquement l'un à côté de l'autre. Et ça pourrait le faire. Voilà justement, Raymond Narac, couleur de la Matmut avec cette numéro 1, toujours extrêmement efficace. L'efficacité aussi, vous allez la retrouver dans les stands. Adrien, couleur d'Audi Sport pour votre coéquipier. Je suis avec Valentin Simonet qui a fait un excellent premier relais au volant de l'Audi R8 LMS numéro 24. Et les minots, comme on les appelle maintenant, bah pour l'instant, ils font un sacré bon job. Ouais, départ difficile de se mettre en route. Les pneus n'étaient pas tout à fait chauds au début. Après, le rythme a commencé à venir. À la fin c'était un peu plus dur. Les pneus ont commencé à chauffer. Les Ferrari sont très rapides ici. Et voilà, mais bon, premier départ, on reste dans le top 5. C'est pas mal. Bravo, et on va suivre maintenant Romain Monti qui est dans la voiture dans cette Audi numéro 24. Oui, c'est en plus lui qui fait actuellement le meilleur de ces secteurs pour lui en 50-597. Ça veut dire qu'on conserve cette 5e place qu'ils avaient acquis lors des essais qualificatifs. Donc Simonet a rempli son job, il a fait son travail et c'est vraiment maintenant à ses deux coéquipiers de continuer la marche. Brandella du coup en 6e position avec le numéro 36 et on rappellera justement que c'est dans le sillage de Romain Brandella que BMW a décidé d'être coopératif dans le leading car et le safety car avec cette BMW M4. C'est véritablement aussi l'ouverture et le potentiel pour le public de découvrir ce qui est magique. La magie en tout cas vous l'avez sous les yeux avec un Boblic, 2 Gaillard, 3 Narac, 4 Lemray, 5 Monti et 6 Brandella, 6 aussi pour Brandella et 7 Gilles Duquesne, Piala 8, 9e place pour Barthez de Juffroy, quant à lui 10e, 11e place pour Botman, 12e pour Buffin. Et derrière, Soave, Gouja pour malheureusement Michelin. C'est un petit peu plus délicat. La sortie a été un petit peu contrecarrée. On va voir si quand même, avec ce pit-out, il pourrait y parvenir. Oui, le passage évidemment de Lemray avec cette 4e position. On essaie de voir s'il peut arriver à maintenir une petite distance, car derrière, ça se resserre, notamment avec Romain Monti sur la numéro 24. L'écart qui devrait un petit peu fondre. On va en avoir la confirmation dans quelques instants entre la 6 et la 24. Désormais encore 3 secondes 266. Bon, sur les premiers, c'est établi. Avec maintenant Jean-Luc Boblic qui fait un travail de sape vis-à-vis de Philippe Gaillard. Philippe Gaillard qui tourne moins vite, qui tourne 6 dixièmes de moins. Et ça va donc étirer encore le premier et le second. C'est Raymond Narac qui va faire évidemment la bonne performance. Il n'a plus désormais que 9 secondes 6 pour le gain de la 2e position. 1,22 contre 1,20,393. Le phénomène Narac est en marche. La Porsche est en train d'aller chercher et tutoyer tout simplement l'Audi R8 LMS version Ultra. Quant à l'autre Ferrari, celle de Jean-Luc Boblic, habitué lui aussi au podium et même aux victoires l'année dernière, elle continue son bonhomme de chemin. Et hop, attaque peut-être là. Oui, mais là c'est sur un pilote un peu moins rapide. On ne va pas non plus faire du suspense là où il n'y en a pas entre la numéro 30 justement et la 24. Mais on n'est pas dans le même tour. Ne nous méprenons pas sur ce passage entre les deux. En tout cas, c'est Romain Monti dont la sagesse d'esprit vient de réaliser son meilleur tour en ce qui le concerne. 1,20,876, en fait c'est le meilleur tour de la voiture, donc on est plus rapide que le premier relais, mais c'est assez logique dans la constitution même de la grille et du mouvement. Attention pour les pilotes, avec notamment la numéro 9 où on va retrouver à son volant Nicolas Tardif
Quant à la numéro 23, là aussi, vous retrouverez Marc Sour, un des habitués du championnat GT. Marc que j'ai eu la chance de côtoyer aussi en coupe Porsche. Vous voyez qu'on retrouve vraiment énormément de monde à ses grands débuts. Revenons sur peut-être pourquoi pas Fabien Barthez qui court en 1:22 557 et qui pour l'instant est pratiquement juste avant la 10e place, 9e passe pour Fabien Barthez et qui fait son bonhomme de chemin. Là on est en train d'engranger les tours après tour. Il n'y a pas tellement de suspense à ce niveau de place. Le suspense il est plutôt du côté de Raymond Narac qui va essayer de reprendre encore quelques distances. 7 secondes 171 millième. On se décale, voilà, du côté de la numéro 23 pour bien laisser passer les pilotes les plus rapides. On ne va pas résister, mais ça va peut-être qu'on résiste quand même encore un petit peu. Allez, Raymond Narac, c'est bon, on est parti. On va profiter justement du pilotage de Raymond pour faire un peu auto-école et essayer de reprendre. Donc du coup, dans ce tour-là, je pense que Raymond n'aura pas pu performer au maximum, mais il n'y a que 7 secondes et quelques d'écart entre Gaillard et Narac, et il y en a désormais 6 entre Boblik et Gaillard. Donc vous voyez, on continue à être plus rapide en ce qui concerne Jean-Luc en 1:21 333. Voilà, la Porsche toujours aux affaires. Raymond Narac et le mouvement. Bon, bien là encore, si on veut avoir de l'expérience, il faut s'adresser à Sohail Ayari, toujours fidèle à lui-même, hein. Le sourire et le visage bienveillant. Oui, il a le sourire bienveillant, effectivement, Sohail Ayari, puisque pour l'instant, sur ce début de course, c'est une bataille plutôt correcte avec les deux voitures de chez Duquesne. Oui, la course déroule limpidement pour l'instant et j'espère que ça va continuer. On est parti 6, on est 8, j'espère qu'on va remonter un petit peu. Et sa première course, nouvelle équipe, nouvelle triplette de pilotes et on est en train de prendre nos marques. Alors justement, j'aperçois derrière les réservoirs de carburant qui sont encore pleins. On a vu que certaines équipes avaient choisi de refueler maintenant, d'autres tout à l'heure. Vous avez choisi de garder ça pour la fin. On refuelera tout à l'heure, ouais. Donc c'est votre rôle de rouler avec la voiture un peu plus lourde. Voilà. Mais bon, c'est pas très grave. Eh ben bonne chance. Bah, c'est évidemment une remarque très pertinente, Adrien. On va essayer de donner au pilote qui est censé être le plus rapide en fonction de où se trouvent ses anciens équipiers, de l'essence ou pas. C'est là où on revenait sur la notion de tactique tout à l'heure qui était privilégiée. Tactique encore et surtout pour Jean-Luc Boblik qui maintient de fort belle manière, alors que pour le numéro 9 justement Nicolas Tardif qui est aux affaires ici, on contient toujours cette 8e position. Donc Boblik, ça c'est bon, 7 secondes 434 millièmes d'avance par rapport à Philippe Gaillard. Raymond Narac qui continue sa remontée potentielle, on a encore gagné pratiquement 2 secondes dans le tour précédent, 1:22 326 contre 1:20 444, c'est magistral. On est en train de réaliser l'exploit avec Raymond Narac. Encore faut-il, et ça on le verra tout à l'heure, que Sébastien Dumez puisse concrétiser. Mais de ce côté-là, on risque d'avoir de très belles surprises aussi, parce qu'on connaît l'opiniâtreté dont fait preuve Sébastien Dumez pour être toujours au rendez-vous au moment où la pression s'exerce. Quant à Raymond, c'est un parcours non pas de santé, mais un parcours très agréable qu'il est en train de nous proposer. Ferrari contre Audi, c'est beau, et Porsche aussi, ça y est, on a les 3 marques aux 3 premières places, ça y est, on a la quintessence même du GT Tour. C'est ça qui fait plaisir, parce qu'on voit bien que dans ces performances mêlées, on peut arriver à trouver un élément aussi constitutif du GT. Regardez qui est à côté d'Adrien. Si c'est pas un homme heureux, pas toujours, mais là, Laurent Cazenave, c'est quelqu'un de très fort et surtout de très présent depuis de très bonnes années. Bonjour Laurent. Oui, Laurent qui est avec moi effectivement. Laurent, on l'a vu ces dernières années au volant d'une McLaren, pas toujours facile à piloter. Cette année, ça va être la régalade avec cette Audi R8. Ouais, ça a été la régalade lors de notre première journée de test privé. Ce week-end, c'est moins la régalade, on y arrive un petit peu moins. On va essayer de marquer quelques points qui seront peut-être importants. On est un peu moins à la fête que notre toute première fois dans la voiture, mais voilà, on va bosser et ça devrait revenir assez vite. Elle fait pourtant parler cette association entre le jeune Rémi qui est assez rapide, vous qu'on connaît bien par vos talents et vos résultats en championnat de France, et Claude qui est toujours le gentleman tant recherché. Tout ça avec l'expertise de Pascal Destambert, ça peut quand même donner une saison intéressante. Ouais, c'est vrai que la course qu'on fait, on ne s'est pas associés tous ensemble pour faire ce genre de course. Malheureusement, les autres ont mieux, les pilotes, les équipes ont mieux travaillé que nous pour l'instant. Et à nous de nous ressaisir parce que c'est vrai qu'on a de quoi très bien faire. Eh bien, on va suivre ça avec attention, Laurent.
Ouais, Claude de Grémont, c'est évidemment un pilier du sport automobile. Et Laurent Cazenave, ils ont une formidable complicité tous les deux. Et vous parliez effectivement de ce jeune Rémi. On lui met le pied à l'étrier. Et bien, au moment où on parle, rassurez-vous, il vient d'effectuer son meilleur temps en 1:21,579. Comme quoi, quand on parle des gens, peut-être qu'ils nous entendent, comme on va entendre peut-être la Porsche, voilà, de Raymond Narac en 50-171 dans le secteur 1. Ça veut dire tout simplement qu'on va de plus en plus vite et qu'on est maintenant à quelques centaines de mètres simplement de Philippe Gaillard. La pression en quelques tours simplement, alors qu'on est dans le 32e, a porté ses fruits. Raymond Narac, ça y est, là en ligne de mire. Et c'est maintenant que Philippe Gaillard doit démontrer que dans son rétroviseur, la pression ne peut pas être transmise à son cerveau. Philippe, on continue à être rapide. Alors certes, hein, Raymond, on ne va pas redessonner son palmarès, mais il est forcément extrêmement rapide et conquérant. On rappelle que c'est quand même le champion de l'année dernière, donc il en reste quand même quelque chose, surtout avec cette voiture. Et avec IMSA, la performance est au résultat. 1:20,677 et encore une seconde de gagner, hein, c'est pas cher. Alors toute la difficulté sera d'apprécier effectivement au deuxième relais, au troisième relais quand on va mettre le dernier pilote, la valeur des pneumatiques et comment ils ont travaillé à l'effort. En tout cas, l'effort, il n'en démord pas. Regardez, hein, comme c'est beau, hein, cette attaque maintenant punitive de Raymond Narac sur Philippe Gaillard. Et on est, à mon avis, avec ce numéro 3 et ce numéro 1 dans cette longue ligne droite des stands, peut-être dans l'ambition d'y passer. Et ça va être l'arbitrage dans cette longue ligne droite avec surtout peut-être le triple gauche. On allume les phares du côté de Raymond Narac et on dit je suis là. Attention, c'est peut-être sur le retour avec le virage du pont qu'on aura, une fois qu'on aura fini ce triple gauche, une opportunité. Attention, voilà, hop, on va faire ce droit léger et on va revenir et on descend. Attention, un freinage un peu plus tardif, on va chercher peut-être l'intérieur. Non, la porte n'est pas encore assez ouverte. On va réaccélérer un petit peu et c'est là, voilà, allez, on aspire, toc, et c'est au décroisement. Oui, on va chercher l'intérieur. Est-ce qu'il m'a vu, Philippe Gaillard? Non, point d'ignorance quand même. Il ferme pas la porte et c'est passé. Changement, mesdames et messieurs. Ouh, bah, attention, je peux peut-être aller un peu trop vite dans mon jugement. Ouh, la bataille entre Raymond Narac et Philippe Gaillard est de bon augure pour la suite. Porsche contre Audi, alors que la Ferrari devant, eh bien, on profite pour s'extirper encore de quelques petits dixièmes. Il résiste bien à bataille pour la deuxième place. Superbe passe d'armes et surtout un réflexe inné de Philippe Gaillard, un porschiste aussi dans son mouvement antérieur, en choisissant bien la corde qu'il a là. C'est évidemment à Raymond Narac d'aller chercher cette deuxième position. Et évidemment, on est en train de penser à la fin de course. Mais c'est pas maintenant, c'est dans 43 minutes, on n'en est qu'à la moitié. Voilà le ressort du GT 2015. La faculté que l'on a à se dire, on pensait qu'une heure c'était suffisant. Eh bien non. Eh bien voilà, encore la tentative de Raymond Narac, totalement bien exprimée en cherchant le plus l'intérieur. À la réaccélération, alors que l'Audi était un peu plus rapide, eh bien elle conserve. Et puis tout doucement, eh bien Philippe Gaillard reprend la trajectoire idéale. Ça m'a donné du fil à retordre à Raymond Narac parce qu'il est en train de se dire oula, finalement j'ai un adversaire qui est beaucoup plus coriace que je ne pensais. Et comme il tient aussi ses cordes, on va tenter l'extérieur, on va décroiser, revenir. Allez, ça c'est peut-être la porte ouverte à la solution. C'est passé, très bien, bravo. Dans le 34e tour, mesdames et messieurs, changement pour le gain de la deuxième place. Raymond Narac a attendu patiemment après avoir à 2 reprises tutoyé l'obstacle Philippe Gaillard. La numéro 1 reprend la deuxième place et on va voir désormais s'il peut aussi aller conquérir tout simplement. Regardez comme c'est beau, je vais me mettre sur le côté. Bon, Philippe Gaillard l'a vu, hein, il n'a pas fermé la porte. De toute façon, à ce niveau-là, il n'y a pas grand-chose à faire. On sait que la réaccélération de la Porsche ici va être plus impressionnante parce que justement, eh bien, l'Audi a été déporté sur le côté gauche et la transmission de la puissance, eh bien, c'est mieux réalisé sur cette Porsche désormais qui respire. Et là, on va voir justement si on est capable d'aller chercher les temps autour. Ça sera dans le prochain tour hein, qu'on aura peut-être un exercice. Aux alentours de la numéro 20, on était en 1:21,419. Là, forcément, en bataille, on en a perdu du terrain et ça ne va pas le faire. Ça va peut-être en revanche le faire. Là, contre Romain Monti. Romain Monti à la bataille avec les Brais. Voilà aussi pour la gueule de la 4e place. Et on est sur l'Audi contre la Ferrari. Regardez comment on va chercher des trajectoires aussi un petit peu plus audacieuses. La remontée dans la longue ligne droite des stands et c'est parti aussi peut-être pour le même copier-coller que l'on avait eu entre Narac et Gaillard, et bien qu'on aurait maintenant entre Monti et les Brais. Allez, c'est passé. On met les phares, hein, qui est au-toi de là que je m'y mette. Je suis, dit-il, avec son Audi un peu plus rapide que toi et je vais désormais te le prouver. Pour la Ferrari, on doit maintenir cet avantage numérique pour cette place de 4e.
Je vous rappelle que là, on est dans un partage où c'était au départ Eric Querol qui était au volant et c'est Arnaud Santamato qui finira le travail. Encore faut-il que le papier soit lisse et non pas glissant, car là, ça devient plus délicat. On est en train justement d'évaluer les chances de notre numéro 24 avec Romain Montier, peut-être ici, de la même manière que tout à l'heure. Non, non, c'est pas le coin idéal. En fait, c'est là où on porte une première estocade, mais après, il faut finir la bête. Hein. Il faut vraiment lui planter le couteau au bon endroit. De manière évidemment illustrée, hein, ne faites pas ça dans la réalité, vous l'avez bien compris. Et pour cela, eh bien, la confiance doit être donnée au maximum pour Romain Monti. Et c'est Pierre Sancinena, le jeune Pierre Sancinena, qui sera aussi aux affaires pour conclure. Ah, voilà, c'est beau, parce que là, on est vraiment dans la respiration du GT. Audi contre Ferrari, et ça continue. Je vous rappelle qu'on se bat là pour le gain de la 4e place. Hein. On est sur la médaille en chocolat. Et le chocolat peut avoir un goût amer ou un goût sucré. Et c'est ce sucre qui fera justement le miel du succès, car le podium est à porte des mains. Pour Gaillard et Narac, c'est bon. Hein. Maintenant, l'écart de 2 secondes 465 pour Raymond. Et puis Boblik, on était à 7 secondes 7. C'est ce qu'on va regarder. Mais repositionnons plutôt nos yeux sur ce qui nous intéresse au moment où je vous parle, c'est-à-dire la bataille. Les Marais Monti qui n'a pas fini encore d'en découdre. Ça fait déjà un tour et demi qu'ils sont dans cette même position et surtout aussi serrés l'un de l'autre. Voilà, trajectoire légère. On va reprendre le virage. Là, on était sur ce virage du pont. On remonte, on va aller chercher la Carrieras. Voilà, avec le gauche, extérieur pour aller chercher peut-être une trajectoire plus agréable. Et pof, on repique au maximum. On cherche cette aspiration. Hein. On a vraiment là un combat très équilibré entre Ferrari et entre Audi. C'est de bon augure pour la suite des opérations parce que ça nous laisse espérer des multiples vainqueurs. On en a eu déjà différents l'année dernière. C'est ce qui va faire un petit peu la force du GT, cette capacité que l'on aura à réagir. Et puis en plus, dans les nouveautés, vous verrez si vous allez regarder le règlement d'un peu plus près, qu'on ne va pas cumuler les sanctions d'une course sur l'autre. C'est un peu technique, mais ça a une valeur. Hein, c'est simplement d'une course sur l'autre. Donc on rééquilibre encore plus rapidement les échanges. Bon, on échange nos propos et on échange notre valeur. Bravo en tout cas pour l'instant. Hein, ça maintient le rythme pour les Marais. Romain Monti non plus n'a pas démérité. Il est maintenant à l'attaque virulente. Il est un petit peu plus rapide. Hein. On est à 4-6 centièmes. Et là, on va voir d'ailleurs le temps autour des deux. Une 21-416, une 21-620. Voilà, c'est assez équilibré. Et c'est confirmé d'ailleurs dans le rapport. Bon, et puis juste devant, on va peut-être retrouver une des voitures du Saint-Éloque. Et le Saint-Éloque, c'est Chétaille. Il n'y a pas, c'est toujours lui qui est le principal. Hein. Monsieur Chétaille, vous êtes avec Adrien, visiblement. Ouais, je suis avec effectivement Sébastien Chétaille, le patron du team Saint-Éloque qui a fait l'aller-retour avec le Lion de Charbot parce qu'il y a grosse actualité hein, pour l'équipe ce week-end. Alors 2 voitures, ça se passe pas mal déjà pour vos 2 équipages. Exactement, les équipages sont solides, bon ça se passe très bien. Valentin a très bien démarré la course, Romain fait du très bon travail et de l'autre côté Jean-Paul a bien tenu sa place malgré qu'il ait raté son départ et Marc est en train de faire le job et Edouard devrait finir. Alors justement, ce nouveau format des ravitaillements en essence, comment vous avez dû repréparer votre équipe cet hiver à ce nouveau format du championnat de France GTF FSA? C'est une refonte totale hein, de ce qu'on connaît des différents championnats, aussi bien SRO que ACO. Donc aujourd'hui, c'est vrai que c'est différent, c'est une nouveauté. On va en tirer les enseignements après cette première course parce qu'on peut avoir fait des petits couacs ou autres, donc on va voir. Mais ça peut être sympa, J'attends de voir la fin de la course pour vraiment vous donner une tendance. Merci Cécile. Chacun est extrêmement prudent parce que chacun est en train de se dire que ce sont ces valeurs de stratégie qui sont peut-être efficaces. Efficaces aussi peut-être maintenant désormais. Ça va être le cas. Allez, on y croit pour cette tentative plus appuyée, celle de Romain Monti. Hein. On n'a pas depuis maintenant 4 tours lâché le morceau et on sent hein, que Romain a sous ses pieds la capacité de pouvoir aller franchir la Ferrari. L'Audi est très prudente. Pourquoi? Parce qu'on pense encore au relais suivant. Et cette 4e place se voit effectivement extrêmement convoité et on est encore de plus en plus rapide. C'est-à-dire que même les 2 qui se battent sont en train de revenir sur le 3e. Le 3e qui a quand même quelques petites secondes d'avance. Et là, on va justement rattraper un pilote un petit peu moins rapide. En tout cas, maintenant, si l'on faisait un point à 17h32 minutes, 53 minutes déjà disputées. Voilà le classement. Un Boblik, 2 Narac, 3 Gaillard, 4 ou Lemray ou Monti. C'est à eux de nous leur dire. Et puis du côté de Sébastien Dumez, on doit se dire quoi, que il va falloir terminer le travail. Et oui, il faudrait terminer le travail du côté de Sébastien Dumez. Un mot juste avant de partir vous préparer pour aller chercher la victoire.
Écoutez, mes équipiers ont fait du très bon travail, on va continuer à pousser et puis essayer de faire un podium, faire correctement. C'est la stratégie qui fera la différence? C'est la stratégie qui fait la différence pour le moment. Très bien, merci Sébastien. Oh là, c'est la stratégie qui fait la différence. On va rentrer dans l'intellectualisme sportif le plus haut. Et pour ça, eh bien Sébastien Dumez, dont on voit qu'on a commencé à voir un peu la concentration et puis le point, vous savez, où il ne faut plus parler, parce que là, on est véritablement à 53 minutes, c'est-à-dire à 5 minutes simplement de l'ouverture de cette dernière fenêtre de tir. Hop, hop, hop. Attention, visiblement, on est parti à la faute avec l'Emray, au contact qu'on était avec l'ambition de Romain Monti. Et justement, une des voitures, celle de Buffin, un petit peu plus attardée. Voilà le parcours qui sait. On va arriver un petit peu sur la numéro 3 pop. On essaye de la dépasser. Et c'est derrière, hein, tout simplement, un parti seul à la faute, mais avec peut-être une mécompréhension que on a permis justement à Romain Monti de prendre cette place de 4e. Alors effectivement, parfois, il faut regarder ses adversaires. Alors, de l'endroit où je suis, évidemment, on ne peut pas porter de jugement, mais faites toujours très très attention. Je pense que là, on a essayé de dépasser et que c'était un petit peu plus délicat sur la portance même de la voiture. Donc du coup, pour la numéro 20 avec Boblik, eh bien c'est une continuation dans le bon raisonnement. On est en train de s'acheminer vers un relais dont il pourrait être l'occasion avec Morgan Moulin-Trafort. Autant vous dire que si on finit par le champion en titre il y a 2 ans, ça veut quand même dire qu'on a, avec ces pratiquement 4 secondes d'avance, un potentiel de réalité. Alors est-ce qu'on en ouvrira dès la porte à 58 minutes la rentrée de Boblik? Ça sera regardé de près, mais de la même manière. Dumez-Narac, est-ce qu'on va aller jusqu'à la fenêtre de tir maximum, c'est-à-dire jusqu'à 63 minutes? Point d'interrogation, c'est une question que l'on se pose. La réponse, évidemment, seuls les team managers l'ont. Bon, ben, c'est ce qu'on voit en tout cas avec Raymond Narac aux images, toujours aussi rapide avec cette voiture bleu, blanc, rouge, un numéro 1 forcément, puisque c'est celui de la victoire de l'année dernière. Et ses couleurs de son partenaire fidèle avec l'IMSA Performance et la Matmut. Boblik, Narac, Gaillard, 20, 1 et 3 pour les chiffres. 4e place désormais du coup pour Romain Monti, 5e pour Brandella, 6e Lemray, 7e Duquesne, 8 Tardif, 9 Barthez et le top 10 revient à Rémi de Juffroy. 11e position pour Botman, 12e place pour le numéro 23. Là on parle bien effectivement de Marc Sour, puisque c'est Jean-Paul Buffin qui était au premier relais. On va marquer Marc Sour dans le parterre. Derrière on retrouvera Julien Goujat. Thierry Soave, le grand retour aussi de Thierry, hein, qui a été l'un des animateurs Super Tourisme notamment. Et puis pour la suite des opérations avec Bourret. Et ça terminera nos 15 voitures ici fortement bien représentées. Je regarde le chrono en même temps que vous. On se prépare un peu partout, notamment du côté de AK, SVP. Et là, je vois qu'on est près d'un changement assez rapide, hein, n'est-ce pas, Adrien? Je vois que vous êtes aussi en train de scruter tout cela. Oui, là Boblik. On est dans je suis effectivement dans le stand AK ASP Team où effectivement Morgan Moulin-Trafort vient de se préparer. Il est casqué, tout comme Olivier Panis. Les équipes sont casquées, les équipes sont prêtes. Je me mets dans un petit coin pour essayer de gêner personne. Hein. C'est assez. On va essayer de vous faire vivre ça de l'intérieur. Mais voilà, les pilotes sont prêts, les mécaniciens aussi. J'ai Morgan juste devant moi. Il est chaud-bresse, comme on dit. Eh ben, 3 secondes 324 d'avance simplement entre Boblik et Narac. Arbitrage dans quelques instants car le chronomètre nous indique encore 50 secondes avant l'ouverture officielle. La préparation se fait. Morgan Moulin-Trafort que j'ai rencontré en Saxo. Vous imaginez en Saxo Cup, donc que de chemin parcouru entre cette période sur les formules de promotion du groupe PSA et maintenant désormais la victoire sur le championnat de GT. Donc c'est tout ce qui fait l'intérêt des choses, hein, de voir évoluer les gens à travers les âges. Nous on évolue du côté du chronomètre et l'attention, Adrien, faites aussi attention à vous car il peut y avoir d'un côté changement de pneus ou ravitaillement d'essence. On va voir qu'ont décidé chacun des pilotes. Justement, il y a des bidons de carburant du côté de la voiture numéro 20. On s'apprête à faire un ravitaillement, donc on va changer les pneus et on va remettre du carburant dans la voiture de Morgan Moulin-Trafort qui s'apprête donc à prendre le volant. Fabien Barthez toujours bien sûr en piste au niveau de cette 9e position avec des temps autour assez classiques en 1:22.227 et la première des voitures à rentrer c'est la numéro 6, pit in donc pour l'Emray.
Pitid aussi pour Gilles Duquesne. Ça va maintenant qu'on est dans le bon timing pour l'ouverture. Être un festival. Attention, prudence quand même et surtout la limite de vitesse, ne l'oubliez pas. On parle de 60 km/h. Au-delà, ça serait sanctionné par un passage par les stands, à savoir un drive-through. Et c'est pas la bonne opération. Pour l'instant, hein, pas de sanction. Hein. Vous avez vu, hein, qu'il s'agisse de la ligne de course ou même des entrées dans les stands, on a été très très efficace. Je vous en prie, Adrien, vous êtes de quel côté alors? Là, je suis du côté du team AK ASP Team où Olivier Panis vient de rentrer dans la Ferrari numéro 16, alors que Fabien Barthez est maintenant en train d'aider Olive à se sangler. J'aperçois derrière la Ferrari d'Arnaud Santamato qui est monté dans la voiture de chez Sport Garage. Et là voilà, la Ferrari numéro 20 que je vais pouvoir vous faire vivre en direct de la pit lane. Ils sont en train de se garer. On procède au ravitaillement en essence. En revanche, pour le moment, on ne change pas les pneus sur la voiture numéro 20. Et ça y est, il est en train de leader. s'express, hein, Jean-Luc Boblic, alors que Morgan Moulin-Trafort est en train d'installer sa cale. Il monte dans la voiture. Ça y est, il est dans le baquet. La voiture est sur vérin. On a fini le ravitaillement en carburant. On attaque maintenant le changement de pneus. On va noter que ce ne sont pas des pneus neufs qui sont montés sur la Ferrari. Ça peut peut-être vouloir dire, Georges, qu'on ne s'attend pas à de la pluie demain du côté du team ASP. Ah bah, il y a peut-être des météorologistes internationaux. C'est vrai qu'il y a un avis de coup, hein, mais après sur le reste, ça peut bouger. Vous savez qu'ici, sur la colline de l'Édenon, c'est très variable à quelques kilomètres simplement. Le seul à être resté dans les leaders en piste, eh bien c'est Raymond Narac. Sont rentrés Boblic, Gaillard, Monti, Brandella, Lemre et Duquesne. Narac joue le jeu. Il se dit, moi je suis le plus rapide pour l'instant, j'en profite. Alors que, attention, à la sortie des stands, avec la numéro 16, on est pratiquement allé un petit peu à l'incident. C'est vrai qu'il faut faire très attention. On chronomètre bien, hein, les fameuses 100 secondes, 1 minute 40. Et vous voyez que c'est largement suffisant, hein. On a sécurisé justement en faisant un temps d'entrée et de sortie dans les stands relativement important. On a ces temps d'ailleurs qu'on retrouvera tout à l'heure parce que c'est très important de les avoir. Ça nous permettra de voir si on peut optimiser et si oui, à quel moment. On continue à faire un tour supplémentaire avec Narac. Et Georges, apparemment, on a perdu du temps du côté de Morgan Moulin-Trafort qui n'a pas eu le signal pour repartir. On est en train de se tenir la tête du côté de AKASP. Jérôme Polican lève les bras au ciel. Apparemment, Morgan n'a pas eu le signal de repartir. On a perdu des précieuses secondes. C'est peut-être là que va se jouer la course. Oui, parce que là, on est en train de se poser la question justement par rapport à Raymond Narac qui était repassé une deuxième fois alors qu'on est sur des 1,40 et sur une 20 et quelques. Ça va jouer à quelques petites secondes simplement. Oh là là, on va être obligé de resserrer un peu les boulons au niveau justement du calcul que l'on a à faire avec les mécaniciens. Pourtant, la législation est assez claire. Et Raymond Narac continue encore à être bien sûr en piste. On roule en combien pour lui? En 1,20 922. Hein. C'est-à-dire que vous voyez, là, il profite effectivement de ses ravitaillements et de cette essence qu'il avait eu pour continuer en tournant, en ayant moins et en essayant de faire des tours les plus cohérents possibles. On cherche les dixièmes simplement entre les différents pilotes pour donner de l'avance à ses coéquipiers. Beltoise du coup avec le numéro 8 et pour l'instant en 10e position. Et on va retrouver les grands leaders maintenant dans quelques instants avec le pit out. Ça y est pour Morgan Moulin-Trafort, pour Mike Parisi, pour Sancinea. Et surtout un regard appuyé qu'on aura sur la numéro 36 avec Nelson Panciatici. Comment va-t-il lui aussi arriver à démontrer sa capacité de performeur sur le LMS, traduit ici en GT? Ça, c'est une question à laquelle on va avoir une réponse dans peu de temps. Un Narac, forcément. 2 pour la numéro 5 et là on va retrouver les Botman, mais sur cette partie-là ça sera désormais Lonnie Martins qui sera au rendez-vous. Pour Jean-Paul Buffin avec la 23, on l'avait déjà dit sur ce changement de transpondeur avec Marc Source, c'est maintenant Edward Sandström, le personnage que vous aviez tout à l'heure interviewé. Très heureux aussi du format et puis d'essayer de trouver dans le championnat de France FFSA la concrétisation de ses résultats positifs et surtout de son endurance. Car c'est là la nouveauté, hein. Avec ce format, on se rapproche de plus en plus avec 3 fois une demi-heure, 1h30 d'un format classique de semi-endurance. Et là, on est dans la stratégique. Et la stratégique, là aussi, c'est du côté de la numéro 17, quand on a vu malheureusement qu'elle avait un peu souffert. Mais c'est le retour de Yves Courage dans la compétition avec ce même état d'esprit. Il est 17h41 minutes et 58 secondes, mesdames et messieurs, avec déjà plus d'une heure de passage et la fenêtre de tir va se fermer dans à peine 5 secondes. Je crois que tout le monde y est passé en pit-in, ça y est, c'est bon pour chacun. Et les pit-out pour Belloc avec le numéro 10, Jean-Philippe là aussi. Hein, a remarqué Jean-Philippe qui a une carrière époustouflante. On est même allé faire du camion avec Jean-Philippe dans le championnat. Donc c'est l'opportunité
de toucher un peu tout, de tutoyer les autres. Voilà, on repasse devant Narak. Et voilà l'image intéressante, mesdames et messieurs. Regardez la numéro 1 qui continue avec cette vision des choses devant la numéro 20 avec Morgan Moulin-Trafort et Sébastien Dumez. Du coup, désormais, ça c'est une véritable position. Hop, 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 on attaque et on va reprendre ce terrain nécessaire. Voilà, pour un Mike Parisi, lui aussi qui est l'homme le plus rapide pour l'instant dans cette compétition en 1,19,662. Le 1,20 a été largement avalé, comme l'est aussi Morgan Moulin-Trafort en 1,20,042. C'est là peut-être maintenant la reprise de terrain et vous avez la photographie de ce qui se passe exactement sous vos yeux avec un Morgan Moulin-Trafort totalement déchaîné. Passage ici, vous le voyez bien, avec un visu. Voilà, je vais te prendre sur l'intérieur. Sébastien Dumez qui est quand même qui venait de démarrer donc dans une condition où lui n'a fait que quelques tours et on voit effectivement du côté de Raymond Narak les regards posés vers ce relais qui a été effectué et qui surtout, on le voit quand même si ça dure une demi-heure, ça reste quand même assez éprouvant. En tout cas, réponse dans quelques instants avec des améliorations aussi de temps et de meilleurs tours en course pour un certain Anthony Beltoise, le plus rapide actuellement en 1,19,474. C'est normal, hein, les plus rapides, ce sont les pilotes de la dernière composition de ces grilles, de ces assemblages. Et donc forcément, ce sont eux qui devraient, avec les pneumatiques Michelin qui équipent nos GT, notre partenaire, les plus rapides. 1,19,374, c'est même Mike Parisi qui vient de reprendre le meilleur tour en course. Et ça devrait à mon avis s'établir encore pendant quelques instants. Voilà la réalité, mesdames et messieurs. Et les écarts du coup peuvent se mesurer avec toujours le leadership de Morgan Moulin-Trafort, la deuxième place de Sébastien Dumez. Ici, Nelson Pensiat ici, avec le numéro 36 en quatrième position qui roulait en 1,21,170. On est un tout petit peu moins rapide que Mike Parisi, mais plus rapide que Sancinena. Donc on conserverait un petit peu cette quatrième place. Il y a quand même beaucoup de secondes à reprendre pour aller chercher Mike Parisi. Il semble que les trois personnages, Moulin-Trafort, Dumez et Parisi, soient installés. On est avec Jérôme Polican. Oui, Jérôme, alors là on regarde sa montre, oui, il reste encore un peu de temps quand même. Hein. Oui, il reste encore un petit peu de temps et on a vu que les arrêts, ça n'avait pas toujours été simple du côté du team. Malgré tout, Morgan, il est en tête. Bah oui, on répète ça depuis Navarra. On fait une course de Blancpain la semaine dernière où c'est le rush et on les réussit tous. Et puis là, là c'est un peu brouillon. Voilà. Bon, on fera le bilan ce soir. Bon, globalement, il y a encore des secondes à gagner sur ce point-là. Voilà. Merci Jérôme. Oui, vous avez eu un Jérôme un peu fermé, hein, c'est-à-dire effectivement interrogatif par rapport à qu'est-ce qui a pu bien se passer dans la gestion même de cette équipe. Certes, on va vous dire oui, Morgan est devant, mais enfin, il aurait pu avoir quelques secondes de suprématie supplémentaire. Or, lorsque l'on voit un petit peu les parcours réalisés par Mike Parisi, qui est en train de revenir comme un avion, comme une balle, en 1,19,471, on se dit qu'il est possible pour Mike Parisi d'aller chercher, et d'une part, Sébastien Dumez, et peut-être d'autre part aussi, tout simplement, Morgan Moulin-Trafort. Il faudrait aller chercher 8 secondes en 23 minutes, ça paraît quand même un petit peu beaucoup. Mais en tout cas, c'est surtout Sébastien Dumez qui maintenant doit un petit peu faire attention et se méfier de cette concurrence de Mike Parisi. Sébastien Dumez et Mike Parisi, tous les deux désormais dans les tours, dans le 47e. Et vraiment un différentiel de temps important. On tourne pour Sébastien en 1,21,399 et 1,19,471. On a quand même 2 secondes d'avantage pour Mike Parisi. La jonction devrait être faite donc assez rapidement. On le voit d'ailleurs, Mike Parisi. Regardez. Avec l'Audi, toujours très équilibriste sur ses trajectoires. Un homme vraiment d'une grande sagesse, avec un sourire large et surtout des ambitions constantes. Hein. C'est vraiment un gagneur sur le plan. Et on voit d'ailleurs justement la Porsche pilotée ici par Sébastien Dumez en ligne de mire. Maintenant qu'on l'a, vous savez, on va armer les toboggans. Hein, on va claquer sur le principe et on va aller chercher cette victoire potentielle. Attention quand même entre Sancinena et je pense que c'est Arnaud Santamato avec la numéro 6 qui devrait être juste derrière. On est sur un écart relativement faible avec simplement une petite poignée de dixième entre les deux. Bataille entre Sancinena, voilà, et Santamato. On regardait tout cela avec beaucoup de plaisir et surtout derrière avec Sandström, mais sur un décalage de temps sur les deux puisqu'il y a un tour qui les sépare. En ce qui les concerne, vous êtes concentrés là, vous êtes dans quel stand, Adrien ?
justement le pilote patron Gilles Duquesne qui observe avec attention l'évolution d'Anthony Beltoise au volant de la Ferrari numéro 8. Il fait encore une fois du très bon job, Anto. Il fait du très bon job, mais malheureusement, on lui a laissé un peu trop d'écart là. On est à 47 secondes de la tête. Donc il fait des très bons temps, mais même le top 5 va être difficile. On est 7. Bon, on va voir. Mais c'est vrai qu'il fait des temps excellents. Même la 36, Nelson, les deux roulent en 19.7, 19.3. C'est exceptionnel, mais je pense que nous, il nous en manquait un petit peu. Il faut qu'on progresse. Roland et moi, et puis peut-être aussi les autres. Le travail cette année, ça va être vraiment les B qui font la performance. Hein. Alors justement, je vais essayer, Georges, je vais vous laisser quelques instants et je vais aller du côté de Romain Brandella, qui roule sur la 36, qui est le coéquipier de Nelson Ponciatici. Oui, je crois que l'analyse de Gilles Duquesne, elle est très pertinente. On voit qu'effectivement, avec 3 pilotes, le gentleman est un pivot nécessaire de compréhension de la réalité. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que de la forme du pilote B, des pilotes B, alors j'appelle ça les pilotes B, mais vous avez compris que c'est du bronze ou du silver, c'est ce qui va faire pour le gentleman tout à fait l'arbitrage. Et c'est ce qu'on va faire et qu'on va décider, parce qu'on parlait un petit peu des 1.19 532 de Mike Parisi, mais 1.19 682 de Ponciatici. Ça, c'est une très bonne découverte. Quand Anthony Beltoise, bien sûr, 1.19 594, c'est bon. Bon, vous êtes à nouveau dans l'écurie, Adrien. Il y a une certaine tension, comme si c'était les résultats d'une deuxième élection. Là, l'élection, c'est celle de la peut-être meilleure des voitures dans le team de Gilles Duquesne. Non, là, c'est plus une élection, c'est une finale de Coupe du Monde, effectivement. On est en train de regarder avec attention, car on se bat. On est en train d'observer la Ferrari numéro 36, alors que Nelson Ponciatici est au volant. Eh bien, Romain Brandella, il est en train de se dire que c'est quand même une bonne entrée en matière. C'est plutôt pas mal. On a raté les qualifications en partant en 11e. Et donc là, on se bat pour la 4e, voire la 3e place. Donc on est plutôt content. Ouais. La voiture est bien réglée. Bruno a fait un super départ. Et donc là, ça va être tiré jusqu'au bout. Ouais. Un petit peu chaud là, Romain. On voit que ça change du proto, mais c'est du sport quand même. J'ai l'habitude de faire libre. Et là, j'ai été obligé de mettre la clim. Et il fait très très chaud dans la voiture. Et je me suis un peu battu. Je sens que j'ai là. C'est dur. Allez, on va vous laisser vous reposer et on va suivre avec attention cette Ferrari numéro 36. Oh, il vieillit pas tant que ça, Romain. Voilà, c'est quand même encore un personnage en couleur. Et cette couleur, on risque de la retrouver peut-être désormais pour la bataille de la 2e place. Voilà, mesdames et messieurs, vous le voyez, Sébastien Dumez désormais aux prises avec Mike Parisi sur l'Audi. On l'avait dit depuis maintenant 5-6 tours. Hein, Mike Parisi qui était plus rapide, même si Sébastien Dumez a considérablement accéléré, hein, puisqu'on avait 2 secondes d'écart. Maintenant, il n'y en a plus qu'une. Il tourne en 1.20 863, mais qui peut résister à la bombe Parisi, à l'aspiration mécanique, hein. On a un fluide qui le propulse, une 19 660, c'est pratiquement le plus rapide en course pour l'instant, quoique, et Nelson Ponciatici et Morgan Moulatrafort tournent dans les 1.19.4, 1.19.5. Donc sur cette longue ligne droite, avec maintenant 18 minutes, ça risque d'être un finish encore extraordinaire, et avec une attaque maintenant plus organisée, celle de Mike Parisi sur Sébastien Dumez. Oula, il va falloir rester sur sa trajectoire, mais je pense que ça ne va pas durer longtemps malheureusement, hein. On sent un Mike Parisi sur une autre planète, hein. C'est un régal pour lui, c'est vraiment un combat, hein. Vous êtes en train d'avancer les pions les uns après les autres, c'est même peut-être l'échiquier avec la tour contre le fou. Qui est le fou? C'est celui qui va tenter le dépassement, et la tour, c'est celle qui est carrée. Elle est la trajectoire de Sébastien Dumez, et on va tirer peut-être de travers pour Mike Parisi. Voilà maintenant la concentration et l'essence même de ce championnat GT. Voilà, on s'écarte pour un pilote un peu moins rapide. Quelle sportivité, tout est respecté, hein. On a vraiment une course qui est très agréable à regarder. J'espère que vous la vivez de votre côté aussi avec le même enthousiasme, et moi je ne peux que admirer la performance de Mike Parisi et la résistance d'un Sébastien Dumez qui fait tout pour laisser à la Porsche encore cette 2e position. Mais pour combien de temps? Il faudrait tenir encore plus d'1 quart d'heure. Cette pression va être enflammante, et on voit bien, hein, le volant de la Porsche que maîtrise Sébastien Dumez, mais ça ne va peut-être pas le faire une fois de plus dans cette longue ligne droite. Les voici qui passent à fond. On est dans d'excellentes dispositions. Alors je reste encore un tout petit peu avec eux, et puis on passera bien sûr l'antenne à Adrien, parce que vraiment cette bataille entre la Porsche et entre l'Audi a une formidable existence. Allez, ça pourrait peut-être le faire maintenant. Attaque virulente, on est sur l'intérieur, on va passer, voilà, changement pour la 2e place. L'Audi de Mike Parisi est repassé en 2e position, c'était dans le 51e tour.
Oui Adrien, si vous êtes là, je vous en prie. Eh bien, je suis là effectivement, je suis avec Philippe Gaillard à qui j'ai une bonne nouvelle à annoncer, c'est que Mike il vient de passer. Voilà, il est passé devant la Porsche. Alors justement, c'est une course quand même très animée, ce nouveau format, il nous offre encore plus de spectacle. Oui, parce que les 3 pilotes, en plus, on essaye d'être le plus homogène possible. On a une auto qui est super bien réglée, encore une fois, par le Sébastien Loeb Racing. Moi, j'ai été un petit peu long à mettre en route, mais après, j'ai trouvé vraiment une voiture confortable et je pouvais m'améliorer de tour en tour. Maintenant, Mike a pris le relais, il est en 2e position. Il va faire le mieux possible, puisqu'on sait qu'il est très vite. Alors justement, cette bataille avec la Ferrari et la Porsche, est-ce que c'est une question de stratégie, encore une fois, c'est ce que nous a dit tout à l'heure Sébastien Dumez? Oui, une question de stratégie et puis en même temps, bon, moi j'espère bien aussi gagner quelques dixièmes au fur et à mesure des épreuves. Aujourd'hui, c'est la première course que je reprends depuis quelques années et vraiment, je suis agréablement surpris par l'auto et par la performance de l'auto. Donc, Mike, bien sûr, va faire le maximum et puis pour moi, j'essaierai d'être un peu mieux pour demain. Merci Philippe. Bon, en tout cas, le sourire, il est de mise dans l'écurie, dans l'équipe. Alors, est-ce qu'on peut maintenant envisager, puisqu'il reste encore un quart d'heure, alors qu'on est sur une sortie de Santa Mato, j'ai l'impression. Ouais, sur le côté extérieur. Et j'ai même l'impression qu'il va essayer de sortir carrément de sa voiture. Pour Arnaud Santamato, c'en est fini, alors qu'il faisait le relais qu'il avait effectué avec Stéphane Lemray et Eric Quérol. Voilà, on s'arrête et on se met sur le côté. On retrouve un petit peu justement ce démarrage avec un travers. Regardez, on a l'impression que la voiture se dérobe littéralement, un problème de direction qui a pu bien céder ou casser. La réalité, voilà, c'est que sagement, il va falloir se mettre sur le côté et à l'abri. Voilà, une casse mécanique visiblement qui est à l'origine de cette sortie. Alors, disais-je, il reste maintenant désormais un quart d'heure. Est-ce que l'on peut, dans le parcours de Mike Parisi, aller tutoyer Morgan Moulin-Trafort? Eh bien, sur le papier, non. Une 20,056 dans le dernier tour pour Mike Parisi, une 19,884. Donc on est pratiquement dans les mêmes temps et Mike Parisi a quand même quelques secondes de retrait, ce qui conforte un petit peu Morgan Moulin-Trafort sur l'équipage qu'il a constitué. On parle quand même 10 secondes entre le deuxième et le premier. Et Sébastien Dumez, c'est ça quand même la bonne nouvelle, n'a pas lui non plus cédé trop de terrain. Il est à 2 secondes 6 simplement et il tourne, allez, pareil, à 1 seconde simplement, moins vite que Mike Parisi. Donc Mike, il y a un challenge à résoudre. 10 secondes en 14 minutes, plus après un dépassement, ça risque d'être chaud. Mais bon, je pense que du côté de AK, ASP, on va se dire qu'on a peut-être échappé au pire. Mais enfin, il va falloir sévèrement régler un petit peu le travail. Travail de Lonnie Martins aussi, avec la numéro 5 en 9e position, qui améliore son propre temps, alors que les images nous montrent évidemment le leader de la course, Morgan Moulin-Trafort, adepte maintenant de la Ferrari depuis quelques années et surtout avec ce numéro 20, surtout très très fidèle à cette nouvelle structure AK-ASP, un nouveau partenaire. On te rappellera que Philippe Gioc et Jean-Luc Boblic sont aussi et seront, si on va jusqu'au bout de ce terme, les artisans de la victoire. On ne méprise désormais personne, on construit sur les capacités. Ça veut dire aussi qu'en conditions physiques, je pense que certains pilotes vont être obligés en inter-circuit de faire un petit peu de boulot. On l'a vu avec Romain Brandella, on l'a vu aussi avec d'autres pilotes dont le Faciès a montré que l'admire les a quand même éprouvés alors qu'on n'est pas sous un soleil plombant, même si la température extérieure est au-delà des 20 degrés. Mais bon, voilà. Alors là où on revient sur la réalité, c'est encore à un quart d'heure, à 13 minutes. Adrien, vous êtes tout simplement là encore dans les stands. Quel est pour vous l'objectif? Que va-t-on faire de votre côté alors? De mon côté, là, je suis avec Stéphane Lemray, qui est le coéquipier de Arnaud Santamato. Qu'est-ce qui s'est passé précisément? On ne sait pas exactement. Il a dit qu'il y a quelque chose qui a cassé sur la voiture, mais on ne sait pas. Donc, je ne sais pas, peut-être la transmission ou je ne sais pas, puisque vraiment il n'a pas pu rentrer au stand. Donc, on ne sait pas du tout. Mais il y a quelque chose qui a cassé sur la voiture, c'est tout ce qu'il a dit. Bon, c'était quand même perfo, cette course. Ça peut peut-être aller chercher quelque chose demain? Oui, demain, oui. Mais aujourd'hui, Eric Quérol avait pris un super départ. C'était vraiment bien, mais moi, d'abord j'avais pas resserré le volant et donc j'ai dû resserrer le volant dans mon tour de sortie des stands, donc on a perdu beaucoup de temps à ce moment-là. Et puis après il y a une Audi Saint-Éloque qui était à un tour qui m'a bloqué pendant plusieurs tours et à un moment il avait des drapeaux bleus et j'ai cru qu'il s'écartait pour me laisser passer et en fait il a resserré la trajectoire, donc j'ai dû partir en tête à queue pour l'éviter, donc voilà, c'était pas très malin de sa part. Eh bien écoutez, peut-être que la course sera plus fructueuse demain. Merci Stéphane.
Oui, merci d'avoir répondu parce que dans des circonstances comme ça, on n'est pas toujours au mieux de sa forme optimisement. Mais c'est vrai, on l'a vu en plus aux images, hein, aux caméras, vous l'avez bien constaté, hein, cette incompréhension visiblement par rapport à ce drapeau et une trajectoire qui lui a été un petit peu fondamentale. C'est peut-être à la suite de ça justement qu'on a vu sur l'arrière droit, hein, l'arrière gauche, pardon, si ma vision était bonne, que la voiture a souffert. Amélioration encore de temps et de secteur, je pense notamment à Anthony Beltoise, c'est magnifique, c'est magnifique. Regardez, rendez-vous compte, dans ce secteur 1, c'est le plus rapide actuellement en course. Alors que le meilleur tour reste pour Morgan Moulin-Trafort. On a franchi allègrement les 143 km par heure de moyenne, 143,4. Donc on est sur véritablement ce qu'on appelle le terrain d'expression de nos GT. Morgan Moulin-Trafort continue à conserver 9 secondes 7 d'avance vis-à-vis de Mike Parisi. Quant au passage ici d'Anthony Beltoise, justement, on va voir une 19,405. On avait 2 secondes simplement de retrait sur Sancinena avec le numéro 24. Ah, aurait-on la possibilité dans les 10 dernières minutes d'aller chercher la 5e place, hein, venant justement de cette partition, la 8, Anthony Beltoise, un numéro désormais à garder en mémoire et surtout à se souvenir, l'ancien champion qui revient aux affaires. Rappelez-vous, ils étaient partis 10e sur la grille de départ et 9e avec malheureusement le départ plus loin de la voiture numéro 7. Eh bien, c'est une remontée orchestrée, organisée pour Beltoise, quand on pense qu'il a justement avec lui dans son escarcelle Roland Bervillet et Gilles Duquesne. Donc conservons l'espoir sur cette Ferrari 458 Italia aux couleurs du team de Gilles. L'écart donc 2 secondes 7 à regarder de près maintenant. Sancinena Beltoise, et ben voilà, vous avez maintenant une conjonction d'intérêt qui se fait avec la jonction peut-être réalisée dans ce tour, dans le 55e déposé. Et le chrono va instituer cet écart infime, 436 millièmes. Le combat des 10 minutes, c'est maintenant, c'est tout de suite, c'est avec Beltoise. Beltoise contre Sancinena. Alors, je pense que ça va le faire assez rapidement. J'ai évidemment pas de méchanceté à l'égard de Pierre. Mais enfin, il faut apprendre le GT quand on a un champion. Voilà, très logiquement, il s'est écarté. Changement donc, mesdames et messieurs, avec une place de reprise pour Anthony Beltoise qui est désormais pointe en 5e position, juste derrière Nelson Panciatici, juste derrière en termes de place, mais très loin en termes de temps, car il y a à peu près 20 secondes. Voilà, vous retrouvez le passage à nouveau, bien organisé et surtout sans aucune méchanceté de la part de Pierre. Il sait qu'il ne pouvait pas résister à l'ouragan Beltoise. Une 19 d'un côté contre une 21 de l'autre. Bon, bah, si on perd 2 secondes au tour, la logique, elle doit être respectée. En revanche, la logique, c'est surtout celle de Soel Ayari. Avec là encore une ambition, un homme toujours pressé, avec ses sponsors traditionnels, je pense notamment à Carglass. Eh ben, on va essayer avec cette 7e position. Oh, il y a 10 secondes d'écart. Beltoise contre Ayari, ça peut ne pas forcément le faire. Alors, le Saint-Éloque, bien sûr, qui peut être au rendez-vous et à la fête. Qu'en est-il justement du côté de cette écurie ? Eh bien, il en est que Pierre Sancinena vient malheureusement de se faire passer par Anthony Beltoise. Mais quand on est un jeune équipage à 24 ans de moyenne, on se dit que c'est une bonne école de suivre Anthony Beltoise. Tout à fait, ouais. On savait que sur son relais, Pierre allait se confronter aux meilleurs des meilleurs des meilleurs. On a préféré jouer à sécurité. Il a un peu ouvert la porte pour Anthony. Maintenant, il suit la trage et il apprend. C'est comme ça qu'on apprend. Vous êtes là, jeune, pour apprendre l'endurance. Est-ce que finalement, c'est une bonne école, je sais pas, de France GTF FSA 2015? C'est une très bonne voiture parce que c'est les meilleures voitures du monde. On a un des championnats, je pense, avec le niveau le plus relevé en Europe, voire dans le monde. Du coup, c'est apprentissage parfait. Merci Romain. Ah, c'est sûr qu'au niveau de l'auto-école, avoir Anthony Beltoise devant soi qui vous emmène dans le chemin de la trajectoire idéale, ça ne peut être que progressif. Le voici d'ailleurs, notre leader, Morgan Moulin-Trafort, toujours exceptionnel de régularité parce que tous ces temps qu'il réalise maintenant depuis pratiquement 10 tours sont en dessous des 20. Une 19,7, une 19,5, une 19,8. Donc la régularité de son temps fait que Mike Parisi ne peut pas, à l'air régulière pour l'instant, alors qu'il reste encore 7 minutes et 40 secondes, y parvenir. On a donc ces 9 secondes 153 entre Morgan Moulin-Trafort et Mike Parisi qui est stabilisé. De manière rétrospective, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces 9 secondes d'écart, ou peut-être plus si le temps avait été optimisé par Morgan Moulin-Trafort, ce sont au pilote B d'aller les chercher, au pilote gentleman. Ah, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Finalement, on va demander aux Gold et aux pilotes les plus rapides d'être normal et habituels, et aux pilotes gentleman, eux, d'être plus performants que les années précédentes.
car effectivement avec 2 d'entre eux sur 3, ça rééquilibre dans l'autre sens. Ça, c'est une notion de GT qui est fondamentalement passionnante parce qu'elle donne à l'équilibre et à l'homogénéité du groupe le caractère principal de la détermination. Allez, un bon grand Moulin Trafort, 2, voici le passage, voilà, avec ce circuit de les deux noms, le leader, mesdames et messieurs, pour la numéro 20, Morgan Moulin Trafort, 59e tour déjà avalé et le 60e en préparation. Nos yeux doivent être braqués des deux côtés, forcément du côté du chronomètre et forcément du côté des écarts. Je reste persuadé qu'à ce rythme-là, rien ne pourra empêcher Morgan Moulin Trafort de finir premier. Deuxième pour Maï Parisi de la même manière, car Sébastien Numez est toujours en 3e position. Seul peut-être Nelson Panciatici peut peut-être chercher le podium. Tiens, pourquoi pas? Ou quoique il tourne désormais dans les mêmes temps que Sébastien Numez en une 20,952 et une 20,482. Une demi-seconde de rattraper, une place de 3e. Alors 7 secondes 3 en 6 minutes, ça serait formidable. Mais ça peut doper Nelson. Et oui, notre double champion alpine dans son métier professionnel classique et désormais dans le métier professionnel championnat de France GT FFSA avec cette version Duquesne Engineering, forcément donc pilotée et pilotant la Ferrari. Donc c'est ça. On y va pour la 3e place ou pas, monsieur Panciatici? À vous de décider. Derrière, on va retrouver Beltoise. Beltoise à 19 secondes, donc là, la place de 5e, je pense qu'elle est assurée. Car Sansinena est à 6 secondes derrière, donc il terminerait lui aussi en 6e position. 7e pour Ayari, 8e pour Panis, 9e pour Lonnie Martins, 10e place pour Cazenave, Sandström, 11e, 12e pour Guibert, 13e place pour Florent Petit et Jean-Philippe Belloc avec Santamato. On l'a vu un petit peu plus loin, mais Santamato qui a dû abandonner, comme aussi Nicolas Misselin tout à l'heure. Voilà la perspective qui nous attend maintenant dans les 5 dernières minutes. 5 dernières minutes sur le circuit de Lédenon, sur le premier rendez-vous de la saison 2015 du GT Tour. Et bien voilà que la persuasion s'est faite. Les marques, on avait dit, c'était une bataille entre les Ferrari et les Audi, arbitrée par la Porsche. Ben c'est exactement ce résultat. Ferrari, Audi, Porsche, 3 marques différentes aux 3 premières places. Que pouvons-nous dire si ce n'est que c'est l'équilibre justement très intelligent de ces performances qui est maintenant mise en exergue et en avant. Attention, on y va maintenant sur des trajectoires toujours impeccables. Elle est en train de positionner le parcours et d'indiquer sur la voiture les classements de chacun. Avec ici toujours un Morgan Moulin Trafort, 2 Parisi et 3 Numez. Il reste 4 minutes 20. Alors est-ce que ma tentative d'inciter Nelson Panciatici à aller chercher Sébastien Numez peut se réaliser? Oui, parce qu'il a repris une seconde, mais ça ne sera pas suffisant. 4 minutes, ça fait 3 tours. Et non, on doit là se dire aussi et regarder dans les temps qui ont été mis dans les stands si une optimisation eût été possible. Et on va travailler maintenant avec tout ce qu'a dit d'ailleurs Jérôme Polican tout à l'heure aux couleurs d'ACA ASP sur le travail interne des écuries. C'était une grande première, quoique à l'international d'autres ont déjà cette expérience. Mais en GT France avec 2 passages par les stands et 3 relais, c'était une nouveauté. L'écran nous donne 3 minutes et 40 secondes avant la fin de cette première course. Je vous rappelle que évidemment on continuera alors qu'on est au ralenti avec la numéro 30, Florent Petit. Voilà, on a peut-être loupé une vitesse. Il est reparti ou alors laisser tout simplement un pilote un peu plus rapide le dépasser et est en train d'aller du côté bien sûr de l'arrivée, se pencher sur le passage du leader et surtout du numéro 20 avec Morgan Moulin Trafort, dont on rappellera que son parcours ici, ça serait la concrétisation de Philippe Gioc et de Jean-Luc Boblic. Mais ne parlons pas trop vite, Jean. Tu connais la célèbre phrase de l'ours. Eh bien nous on va être patients, on va être les tigres dans le moteur, un moteur avec un drapeau à damier qu'on est en train de préparer, voilà, du côté de la passerelle et de ce passage. On avait 9 secondes d'avance par rapport à Maï Parisi. Est-ce que c'est conforté aussi? On va le voir, oui c'est ça, 8 secondes 2. Donc bon, pour Mike, je pense que l'objectif maintenant il est très clair, c'est d'aller conforter cette place de second. Et sur un Sébastien Numez, toujours en pleine forme désormais, et qui a maintenu quand même cette 3e position, car je vous le rappelle, Nelson Panciatici ne pourra pas y parvenir à moins de 2 minutes 20. Non, ça sera en cours. Donc une très très belle performance aussi de Sébastien. Hein. On a réussi dans cet exercice à maintenir cette 3e position. On attendra le drapeau.
Et bien sûr, à la fin de cette course, on ira vérifier l'ensemble des voitures dans le local technique pour la vérité au niveau de la réglementation. En tout cas, la vérité sportive, elle est claire. Moulin Trafort, Parisi et Dumez. Je regarde ici le passage supplémentaire. On va rattraper un pilote un petit peu moins rapide. Les commissaires vont donc leur présenter le drapeau bleu. Messieurs les pilotes au drapeau bleu, laissez passer les leaders. C'est ce qui va être le cas. Amélioration du temps de Jean-Philippe Belloc dans le secteur. On en profite dans le dernier relais pour être aussi rapide. La connaissance de la voiture s'imprègne dans les veines, dans les gènes même de cette compétitivité. Eh bien, regardez, 1 minute et 30 et quelques secondes. Voilà, on va passer très logiquement, on s'écarte. Bravo, bien fait, hein, bien jugé. Et on est toujours sur un rythme impeccable. Hein. On est en train de voir que 1,20 107, 1,19 936, on lâche à peine 2 dixièmes. Et le meilleur tour en course qui est en train de changer dans peut-être le dernier tour. Modification du meilleur tour en course à l'actif. Ah non, d'accord, il a été visiblement retiré parce qu'on avait un 1,18 570. Ça paraissait effectivement assez fort. Non, non, il a été réattribué à Morgan Moulin Trafort. Une largesse de ligne de course est peut-être à l'origine de cette suppression. En tout cas, nous sommes tombés sous la minute, Morgan Moulin Trafort, Mike Parisi, Sébastien Dumez, 23 et As. La 4e place pour Nelson Ponciatici qui n'est plus qu'à 2 secondes 374 millièmes. Oh là là, il aurait manqué peut-être quelques tours pour avoir une confrontation Dumez Ponciatici entre la 1 et la 36. En tout cas, maintenant, il faut rester concentré sur la voiture de tête qui fait quelques petits mouvements latéraux. Une précision de conduite que doit maintenant conserver absolument Morgan Moulin Trafort. Vous voyez à l'image qui se bat, hein, il se bat avec son volant et il reste que 18 secondes. Est-ce qu'on va retarder un petit peu ou est-ce qu'on va faire un tour supplémentaire? Eh bien, il va nous offrir un tour de plus. Merci monsieur Morgan Moulin Trafort. Ça pourrait peut-être faire les affaires de Sébastien Dumez ou de Nelson Ponciatici, car 2 secondes 3 de plus, stratégiquement, ça peut être intéressant. Morgan Moulin Trafort, Mike Parisi 2, ça n'a pas bougé. La place ici, hop, 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 avec la remontée de Nelson. Ça y est, il est en ligne de mire. La Porsche de Sébastien Dumez. Et il ne faudrait pas que Sébastien ne craque dans ce dernier tour, car les compteurs sont à 0, 0, 0, 0. Ouais, 0 minutes, 0 secondes. Et c'est 1h30 de terminer. Et l'image ne s'y trompe pas, la réalisation l'a bien compris, c'est ça l'enjeu. Est-ce qu'on a peut-être un 3e différent de ce qui est proposé pour l'instant avec Sébastien Dumez contre Nelson Ponciatici, alors que pour Morgan Moulin Trafort, eh bien on va passer le drapeau à damier dans quelques petites poignées de secondes. Ça sera l'effort et la récompense. Quand on a été champion, ça reste dans la cartographie sportive et ça se confirme surtout avec Philippe Gio et Jean-Luc Bobuc. Le sourire, le bonheur vont se lire sur ses lèvres sur un parcours formidablement bien orchestré. Et même si quelques petites erreurs dans les stands ont ralenti le parcours, à la fin ça marche. Drapeau à damier, regardez, il est présenté, agité et ça vient tout naturellement récompenser Morgan Moulin Trafort et ses équipes avec le numéro 20, la 2e place du coup pour Mike Parisi. On devrait l'avoir aussi dans quelques instants, c'est fait. Dumez ou Ponciatici, Dumez ou Ponciatici, allez Sébastien, il faut maintenir Nelson, il faut y aller, mais il y a trop peu de temps, non, il y a trop peu de possibilités. L'écart est maintenant d'une bonne vingtaine de mètres et c'est une 3e place. Soufflé et aspiré par Sébastien Dumez, soulagé qu'il a été. Bravo Sébastien, on peut se récompenser. Et puis alors surtout une 4e place de Nelson Ponciatici, affolante de résultats. 1,20 547 est pratiquement le plus rapide dans ce dernier tour. Il a échoué, non, il n'est qu'à une petite seconde, mais il sait désormais qu'il fait partie du club très fermé du championnat de France GT et qu'il a fondamentalement sa place. Alors du coup, la 5e position revient à Anthony Beltoise qui aura fait un parcours aussi en progression vis-à-vis de son départ. Ça sera la 6e place pour Soel Ayari à l'instant, la 7e position pour Olivier Panis, la 8e pour Santinena, la 9e pour Lonnie Martins, la 10e pour Belloc, 11e Cazenave, 12e pour Sandström, 13e pour Guibert, 14e pour Florent Petit. Et puis malheureusement, dans ceux qui ont le plus souffert, Santamato et Mia sur les premiers échanges. En tout cas, c'est une course qui nous a démontré que lorsque l'on précise les choses, notamment